Ouais. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà, je vous remercie d'être là avec nous. Dans tous les cas, cette conférence de Jean-Jacques Sarfati sera enregistrée, sera disponible sur la chaîne YouTube des rencontres à Mouratabat et que vous aurez la chance, l'opportunité de l'écouter, de la réécouter, comme c'est mon cas. Je réécoute, je profite peut-être, je suis le premier à profiter de ces activités. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier bien sûr Jean-Jacques Sarfati qui a accepté mon invitation de venir parler, nous présenter un peu ce qu'il fait dans le domaine de la philosophie et de la philosophie qui n'est pas une philosophie spéculative, c'est plutôt une philosophie un peu actionnelle, on peut dire, ou praxiologique, qui est plutôt axée sur la vie, sur les choses concrètes et tout ça. Donc, je tiens à le remercier d'avoir accepté et puis d'être là, d'avoir pris de son temps pour nous parler, donc s'exposer ses idées, ses réflexions et aussi nous donner l'opportunité directement de parler avec lui et de lui poser des questions et de voir un peu comment il va interagir. Et je pense que c'est ça la philosophie, hein. C'est la rencontre, c'est l'amitié, c'est toujours la vie, c'est des choses bien sûr penser avec les autres et penser sur des choses qui nous touchent. Et surtout dans ce monde, je suis pas peut-être, je vais faire une tautologie de dire que ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est complètement différent de ce qui était il y a peut-être quelques années ou peut-être quelques mois. De plus en plus, nous vivons dans un monde qui est très complexe et nous avons besoin de ces pauses, de ces rencontres avec nos différences, bien sûr, avec nos couleurs, nos manières d'être et d'exister, etc. Nous avons de ces besoins, de ces moments qui deviennent de plus en plus urgents, ces moments, pour faire quelques éclairages et essayer un petit peu de voir où nous sommes et essayer un petit peu de voir un peu, enfin, de nous aider les uns les autres, hein, voilà. Donc, je vais pas trop garder la parole, je vais la donner tout de suite à Jean-Jacques Sarfati qui va nous parler ce soir de l'université des liens. Au départ, je pensais que il s'agit d'une erreur, l'universalité, mais pas du tout, c'est l'université des liens, moyen concret de faire exister les sept sphères de vie. Mais j'ai envie de poser tout de suite une question à Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'une sphère de vie? Mais bon, je te laisse la parole. On aura peut-être tout le temps nécessaire pour revenir sur ces choses. Voilà, c'est à toi la parole, Jean-Jacques Sarfati. Merci. Alors, merci Hamdi de me recevoir. Alors, comme tu sais, c'est très touchant pour moi d'être en contact avec la Tunisie, puisque, comme tu le sais, je suis né à Tunis. Et bon, malheureusement, les circonstances ont fait que mes parents, quand j'étais très jeune, ont dû quitter ce pays, pour des raisons multiples qu'on ne va pas développer ici, mais que certains de nos auditeurs peut-être vont connaître. Alors, effectivement, alors ce que je voulais, en fait, quand tu m'as proposé d'intervenir, effectivement, ce que je voulais, et tu m'as dit, ce que je voulais, effectivement, je voulais faire part d'une expérience, en fait. Ce dont je vais faire part, c'est une expérience que j'ai réalisée. Pas seulement une expérience de pensée, une expérience concrète, que j'ai réalisée, que j'ai commencé à réaliser il y a 3 ans, que justement, j'ai intitulé, justement, Philosophie vivante, Université des liens, hein. Et donc, c'est ce projet, en fait, ce que je vais essayer de montrer ici, c'est quelles étaient les bases théoriques de ce projet, qui a donné lieu à de multiples rencontres, une trentaine à peu près, essentiellement, malheureusement d'ailleurs, uniquement dans le cadre parisien, hein, où je suis. Et ça serait bien, d'ailleurs, je suis content de ce contact aujourd'hui, puisque l'objectif était précisément, je vais le dire, de créer des liens. C'était une université justement qui voulait, qui était dans cet objectif. Alors, effectivement, comme tu l'as dit et comme tu l'as rappelé, euh, pour moi, la philosophie, effectivement, la philosophie que je vais essayer de défendre, effectivement, c'est une philosophie que j'appelle vivante. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est effectivement d'abord, dans un premier temps, une philosophie qui cherche une sorte de troisième voie entre ce que j'ai connu et que tu pratiques toi-même, c'est-à-dire la philosophie académique, en France notamment, alors qui, malheureusement pour moi,
n'est plus tellement, l'analyse que j'en ai faite, c'est-à-dire, elle est surtout, et c'est beaucoup trop axée sur l'histoire de la philosophie, surtout en France, hein, je crois. Et beaucoup de nos collègues se sont un petit peu, je dirais, se sont spécialisés dans certains auteurs, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours d'échange entre les différentes écoles. Hein. Donc ça, donc Vivant, je l'entendais par là. Et d'autre part, partant, donc ça c'était le premier point, c'est-à-dire chercher une troisième voie entre cette philosophie académique et ce qu'on a ici en France, c'est-à-dire une philosophie médiatique qui, elle, au contraire, est plutôt dans l'ignorance de ce travail académique. Donc, l'idée était, ce projet était de faire vivre, justement, de dialoguer avec les grands auteurs pour essayer de comprendre justement ce monde que tu as décrit, Andy, ce monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire utiliser la philosophie pour comprendre et décrypter ce monde, en fait. Hein. Et c'est dans cette logique-là que j'ai essayé de monter ce projet. Alors, justement, qu'est-ce que c'est justement cette philosophie vivante et justement sur quoi elle repose? Donc, elle repose sur l'idée que, justement, alors je me suis par exemple notamment inspiré des travaux de Von Bertalanffy, qui est un biologiste, et qui, pour lui, justement, tout ce qui est vivant est un tout qui est toujours en interaction. Hein, d'accord? Donc, c'est l'idée déjà d'interaction qui m'a animé, hein, cette idée d'interaction. Et d'autre part, justement, de faire en sorte que les pensées anciennes puissent dialoguer entre elles. Et c'est cette idée de dialogue qui m'a animé. Hein. C'est cette idée de dialogue qui m'a animé. Et justement, donc, ici, ce que je vais commencer ici, je vais essayer de présenter ma, ma conférence en 3 points. Hein, d'accord? C'est-à-dire, dans un premier point, justement, je vais essayer de montrer quelles sont les pensées à partir desquelles j'ai construit ce dialogue. Hein. Ça va être mon premier point. Dans le deuxième point, ensuite, je vais essayer justement d'indiquer quelle est la pensée que j'ai élaborée à partir de ce dialogue avec ces auteurs. Et enfin, justement, je parlerai de cette question concrète qui est l'université des liens, qui est en quelque sorte le troisième élément, le troisième moment de ces deux, je dirais, travaux théoriques, hein, purement philosophiques. Hein. C'est-à-dire que donc il y a ces deux questions théoriques qui ont donné lieu à quelque chose de concret. Donc ce n'était pas l'universalité des biens, effectivement, c'est bien l'université des liens, comme tu l'avais bien lu. Alors, donc, le premier point, c'est donc ce dialogue avec différents auteurs. Alors, je me situe dans une école. Alors, je sais qu'il y a un débat sur le sujet, on pourra peut-être débattre sur la question, mais je me situe dans une école qui considère qu'il y a eu une véritable rupture entre les anciens et les modernes. Hein. C'est-à-dire que pour moi, je sais que certains récusent hein, cette rupture. Pour moi, je la considère. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu pour moi un changement. Vraiment, quand on est passé du monde des anciens au monde des modernes. Et je crois qu'on est vraiment aujourd'hui, et là je me situe, j'en parlerai tout à l'heure, un petit peu dans la lignée de Jean-François Lyotard. C'est-à-dire, je pense que tu l'as dit, le monde a changé, et effectivement, nous contemporains, nous ne sommes plus vraiment modernes, justement, et nous sommes, alors, Jean-François Lyotard a utilisé le terme de post-moderne, je veux bien le reprendre, hein, pourquoi pas. Et donc, je me situe, je considère véritablement qu'il y a eu ces trois moments, hein, et que nous sommes, nous, dans ce troisième moment. Hein. Et donc, justement, c'est ce troisième temps, c'est ce que Lyotard appelle la postmodernité, qu'on pourrait appeler tout simplement le monde présent, ce monde vivant, justement, dans lequel on vit, toi et moi, hein, que j'essaie de penser, et qui, évidemment, pour moi, n'est pas séparable des deux autres. Hein, justement. Donc, alors pour essayer de penser ce monde nouveau dans lequel nous évoluons et dans lequel nos enfants évolueront demain, et que je crois la philosophie peut nous aider énormément, et elle n'est pas assez présente d'ailleurs justement pour nous aider à penser ce monde et à le décrypter. Je suis parti évidemment dans un premier temps de celui qui est l'initiateur, le premier, je crois, bon, après Benjamin Constant, qui est Alexis de Tocqueville. Hein. C'est-à-dire, je suis parti dans un premier temps de la pensée de Tocqueville. Alors, on connaît le texte évidemment de Tocqueville, donc on prenait le texte de Tocqueville, notamment sur la démocratie en Amérique. Ce que j'ai retenu surtout, ce que je retiens chez Tocqueville, c'est que pour moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'il est le penseur des failles justement de cette modernité. Hein.
C'est surtout sous cet angle-là que j'ai retenu, que je me suis mis en dialogue avec la pensée de Tocqueville. Hein. Alors, comme tu le sais, comme certains auditeurs le savent, c'est dans la suite de Constant que Tocqueville a repris son travail et il a justement inversé. Justement, le premier à avoir fait cette distinction entre liberté des anciens et liberté des modernes, c'était Constant. Et on sait que Tocqueville, justement, a inversé les choses. C'est-à-dire que autant pour Constant, c'était une bonne chose, ce passage de l'ancien vers le moderne, autant justement la pensée beaucoup plus riche sur le sujet de Tocqueville sur la question, c'est de montrer que, eh bien non, justement, ce passage de l'ancien à la modernité, ne va pas se faire sans certains problèmes. Et je crois que Tocqueville est véritablement le premier à avoir mis en évidence ces trois problèmes. Ces problèmes. Et alors, ces problèmes, je les ai identifiés euh, de trois ordres. C'est-à-dire que j'ai considéré qu'il y avait trois ordres de problèmes. Premier problème, comme là je vais faire un rappel mais rapide, hein, premier problème, c'est ce nouvel homme moderne, comme on le sait, épris d'égalité, hein, comme nous dit Tocqueville, comme on le sait, c'est la question d'égalité qui va caractériser cette modernité. Tocqueville nous dit bah, justement cet amour de l'égalité de l'homme moderne a beaucoup d'éléments intéressants, mais euh, donc il peut créer des failles. Et une première faille, j'ai trois failles, moi j'ai identifié trois failles chez Tocqueville, et déjà, je trouve qu'on ne met pas assez souvent en évidence ces trois failles qui sont pour moi vont être fondatrices de ma pensée sur la question des sphères de vie. Hein. Donc, première faille, une faille psychologique. Hein, que décrit Tocqueville, on sait que donc il va nous dire que cet homme égalitaire, épris d'égalité, va se muter en un homme épris d'individualisme. Hein, on se souvient de ce que nous dit Tocqueville, épris d'individualisme, et quelque part finalement considérant qu'il peut se suffire à lui-même. Hein. Et on sait, Tocqueville distingue l'individualisme de l'orgueil, et il nous dit quelque part justement, c'est une nouvelle manière d'être. Hein. Donc, une mutation, moi c'est comme ça que je lis Tocqueville, une véritable mutation dans la psychologie de ce nouvel homme qui apparaît. Deuxième faille, alors évidemment qui peut causer des problèmes, hein, Tocqueville nous dit. Deuxième faille, une faille que j'appellerais d'ordre privé, ou plutôt économique. Et là, Tocqueville annonce Marx, puisque, comme on le sait, Tocqueville nous dit, cette modernité risque également de créer des problèmes au niveau économique et social. Et Tocqueville nous dit, va apparaître une aristocratie financière beaucoup plus redoutable que l'ancienne, beaucoup plus fragile certes, mais beaucoup plus redoutable parce que dans ce nouveau monde où tout le monde est égal, la concurrence sera beaucoup plus rude entre les individus seront beaucoup plus épris de matérialisme, ils se seront détachés justement des questions spirituelles, il n'y aura plus la protection qu'il y avait autrefois qui était accordée par, je dirais, une certaine stabilité qui était accordée au niveau entre guillemets, des castes, en tout cas de ce qui existait, hein, de la répartition qu'on connaît dans l'Ancien Régime. Et donc, tout ça va entraîner, nous dit Tocqueville, et ça, hein, on le sait, c'est Marx qui reprendra ensuite le travail, et je trouve qu'on ne fait pas d'ailleurs assez le lien, justement, entre Tocqueville et Marx. Hein, c'est-à-dire que là, ici, Tocqueville, justement, hein, qu'on a qualifié un peu de penseur, entre guillemets, de droite en France, non, il avait aussi vu cette question-là, hein, c'est-à-dire cette aristocratie redoutable, ce problème économique redoutable qui risquait de se poser avec cette modernité et qui serait nouvelle, qui serait d'une nouvelle forme. Et dernier élément, et dernier point, dernier risque, un risque politique cette fois. Un risque politique, c'est-à-dire, et ça on connaît très bien, on connaît évidemment, je pense que c'est le passage le plus connu de la démocratie en Amérique et le plus grand risque que Tocqueville nous décrit, c'est-à-dire un risque politique, puisque, comme on s'en souvient, Tocqueville nous dit, va apparaître du fait, quelque part, de ce repli sur la sphère privée de l'homme moderne, je dirais que va se développer un État bureaucratique, une nouvelle forme de tyrannie, nous dit Tocqueville, un nouveau type de despotisme qui finalement, et Huxley reprendra le terme, de son point de vue, sous prétexte de vouloir créer le meilleur des mondes, deviendra un État extrêmement tatillon et finalement peut-être encore plus redoutable en termes despotiques que les anciennes tyrannies. Donc voilà, donc pour moi, Tocqueville, hein, je crois qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que
vraiment, et moi ça m'a surpris lorsque j'ai lu et relu Tocqueville sur le sujet, c'est que vraiment, il y a ces trois éléments-là qui sont présents lorsqu'il décrit ce passage, cette mutation hein, que nos anciens, qui s'est produit donc aux alentours du 18e, 19e siècle. Et je dirais qu'on n'a pas assez relié, je crois, on n'a pas assez identifié ces trois éléments-là. Alors, donc je suis parti, je dirais que pour moi, Tocqueville est vraiment le premier qui nous alerte sur cette mutation. Bien. Alors, le problème, c'est qu'ensuite, Tocqueville nous laisse avec ce travail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, ma démarche d'une philosophie vivante, c'est d'essayer de faire dialoguer entre eux des auteurs qu'apparemment, qu'en principe, justement, dans le monde académique, on ne fait pas toujours dialoguer entre eux. Et moi, ce qui m'a paru important, c'est, je crois qu'il y a eu, Tocqueville a eu des héritiers, mais pas ceux qu'on croit. Hein. Comme tu le sais, Andy, etc., souvent, Tocqueville a plutôt été classé dans l'école sociologique, il a été plutôt, notamment par Aron, etc., dans l'école de Montesquieu, dans l'école libérale. Moi, je crois que plutôt Tocqueville, en tout cas sur cette question des failles, puisque c'est cette question qui m'a préoccupé, cette faille de ce nouveau monde qui est apparu, il a eu plutôt trois ou quatre plus exactement successeurs, auxquels on ne le lit pas nécessairement. Et chacun de ses successeurs a approfondi une des failles que je viens d'indiquer. D'accord? Une des failles. D'accord? Donc, alors, le premier auteur à avoir approfondi, je dirais, la faille psychologique de ce nouvel homme moderne, c'est Freud pour moi. Hein, c'est la psychanalyse. On n'a pas assez fait le lien, je crois, entre la pensée de Freud et celle de Tocqueville, mais notamment pour ce qui est de la question du narcissisme pathologique, je crois que Freud est vraiment je crois qu'il faut lire Freud dans ce que je viens d'indiquer sur ce que Tocqueville nous a indiqué. Hein. C'est-à-dire que ce narcissisme pathologique dont je vais parler tout à l'heure, véritablement, c'est cet individualisme, cette forme d'individualisme sur lequel Tocqueville nous avait alerté, et que Freud, évidemment, en médecin philosophe qu'il était, a vu concrètement, hein, toi et moi, on est enseignants, on a affaire à des étudiants, etc. Mais lui, ce qu'il avait, c'était des malades, des gens qui souffraient véritablement de cette situation. Et il nous a décrit, il a pensé à partir de là. Donc, premier point, je dirais, celui qui a approfondi cette question ce nouveau malaise, cette nouvelle faille psychologique, c'est Freud autour de ce qu'on appelle le narcissisme pathologique. Le deuxième auteur qui, lui, a repris la faille, je dirais la faille, mais là, cette fois politique, c'est évidemment Hannah Arendt, puisque, elle faisait un petit peu, mais pas tellement référence non plus à Tocqueville, puisqu'on le sait, une grande partie de son travail va être axée essentiellement sur la pensée de ce nouvelle forme de despotisme qu'elle a appelée, à la suite de Mussolini, etc., le totalitarisme, évidemment. Donc ici, Arendt a repris l'héritage de Tocqueville sur la faille politique. Et enfin, je dirais sur la faille, ce que j'appelle privée ou économique. Alors, il y a Marx, mais je ne me suis pas situé là, pour le coup, il m'a semblé que Marx, bon, c'est un choix hein, philosophique, mais il m'a semblé qu'il fallait plutôt, je pense que ceux qui me paraissaient plus intéressants de suivre sur le sujet, ce sont deux auteurs qui ont approfondi, je dirais, la partie privée et que j'ai beaucoup travaillé moi-même, puisque c'était l'objet de mon dernier ouvrage, qui sont deux auteurs pas très connus, qui ne sont pas philosophes, et qui sont d'une part un psychanalyste français qui n'est pas assez connu, qui s'appelle Paul-Claude Racamier, et d'autre part, Christopher Latch, qui est un sociologue, un psychosociologue, etc. C'est-à-dire que eux, ils ont développé, je dirais, la question du narcissisme, mais vue sous un angle social, et notamment, comme nos auditeurs le savent peut-être, Paul Camier est à l'origine de ce concept sur lequel j'ai beaucoup travaillé, de perversion narcissique, hein, qui a donné lieu à beaucoup dans lequel on parle beaucoup en France aujourd'hui, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est en Tunisie, mais évidemment en France, qui a donné lieu aussi aux travaux de Marie-France Irigoyen, etc., sur le harcèlement moral, etc., etc. Alors, on a tendance aujourd'hui à beaucoup critiquer ce concept, alors moi qui me paraît extrêmement important, et surtout pour nous philosophes, parce que je crois vraiment que ces auteurs
on fait une forme de synthèse, quelque part, entre Arendt et Freud. Hein. Je crois qu'il y a véritablement ici un travail synthétique de ces deux auteurs. Voilà. Alors, très rapidement, donc je reprends sur la question de Freud. Qu'est-ce qui nous a apporté? Le narcissisme pathologique. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que je crois qu'on ne relit pas assez Freud sur ce qu'est le narcissisme. Freud, il en parle. Il y a un petit texte, notamment pour introduire le narcissisme, qui reprend les différents textes sur lesquels il a développé ce sujet. Et il a beaucoup repris aussi la question du narcissisme, notamment dans les conférences qu'il a faites aux États-Unis et qui sont reproduites dans son introduction à la psychanalyse. Freud, on rappelle pas assez, on ne dit pas assez ce qu'est, donc quelle est la conséquence, parce que je crois que c'est comme ça que je lis Freud, quelle est la conséquence de cet individu qui finalement prend l'habitude de vivre seul, prend l'habitude de vivre dans cette idée de se considérer quelque part qu'il n'a pas tellement besoin des autres. Ben, Freud, ce qu'il nous dit, c'est que ça va créer une attitude pathologique qui est ce qu'il va appeler le narcissisme, qui va reprendre un auteur dont j'ai oublié le nom, qui est un auteur autrichien, je crois, un médecin autrichien, qui est narcissisme, dont on sait d'où ça revient, c'est une utilisation du mythe de Narcisse, mais Freud va nous dire, c'est un amour sexuel de soi. Hein, c'est très intéressant, je dirais, là-dessus, c'est véritablement ça la définition que nous donne Freud. Alors, c'est un amour sexuel de soi qui a pour conséquence le fait qu'il va distinguer deux types de narcissisme. Un narcissisme primaire, je dirais que l'enfant, pour lui, comme on sait, l'enfant, nous tous en quelque sorte, hein, pour lui, quand nous naissons, nous sommes dans cette forme de narcissisme. Hein, nous sommes dans cette forme de narcissisme. Et il y a un passage extrêmement intéressant, et vous allez voir pourquoi c'est extrêmement intéressant et qu'on ne relève pas assez, c'est que, s'inspirant d'ailleurs de Kant, Freud nous dit que, en fait, ce narcissisme-là, donc qui se traduit par un amour sexuel, en fait, fait que l'individu ne distingue pas entre lui et le monde. Hein, je sais pas, pour nos amis philosophes, hein, ils connaissent ce passage de Kant, quand il y a justement cette transformation, quand on apprend à considérer l'autre, hein, justement, il y a une transformation, nous dit Kant. Ben, Freud, justement, reprend cette idée en disant, ben, le narcissisme, c'est quelque part considérer que le monde m'appartient. Le monde m'appartient. Le monde, entre moi et le monde, il n'y a pas de différence. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. On va le voir par rapport à la question, la question dont je parlais du totalitarisme. Donc ici, je dirais, alors évidemment, ce repli, cet individualisme crée des pathologies, qui est donc ce narcissisme, et qui entraîne, évidemment, qui induit pour Freud différentes névroses, dont la paranoïa, puisque forcément, quand on se considère quelque part irremplaçable, eh bien, on croit que tout le monde veut prendre notre place, etc., etc. Un sentiment d'insécurité permanent. Enfin, il y a plusieurs névroses, hein, extrêmement intéressantes que Freud relie, hein, à ce narcissisme pathologique. Euh, donc voilà, ici, je dirais, bon, hein, mon objectif n'est pas évidemment de faire une conférence sur Freud, c'est de montrer comment j'ai nourri ma pensée. Hein, donc c'est parti de là. Donc premier point, l'individualisme, l'homme moderne devient individualiste, nous dit Tocqueville. Cet individualisme crée des pathologies, et des pathologies dont je viens de décrire les différents traits cliniques d'après Freud. Arendt, justement, euh, Arendt, elle, n'entrera jamais on le sait d'ailleurs, jamais dans un dialogue vraiment avec Freud. Par contre, elle, évidemment, ce qui va l'intéresser, c'est justement, on sait quelle est son histoire. Hein, c'est une juive allemande qui est obligée de fuir le nazisme et qui, dans les années 50, écrit parce que elle se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il en est justement, pourquoi tout ça est arrivé, pourquoi le nazisme et évidemment à son époque, pourquoi la guerre froide, pourquoi le stalinisme. Et évidemment, on le sait, la force de son texte, notamment, elle va écrire une trilogie hein, qui va s'appeler Les origines du totalitarisme, hein, 3 textes, et dans ce texte, elle va mettre sous le même plan le régime stalinien et le régime hitlérien. Et évidemment, et on le voit là encore, la filiation avec Tocqueville, pour elle, justement, ce totalitarisme est vraiment à distinguer des anciennes tyrannies. Nous sommes, hein, de même que Freud, il faut le lire comme ça, nous dit qu'il y a de nouvelles névroses, de nouvelles pathologies qui sont issues de l'homme moderne, il y a donc de nouveaux despotismes, effectivement, qui ont été à l'œuvre. Entre 39 et 45, en Europe, hein, et en Russie, et donc qu'elle va appeler totalitarisme. Alors c'est là justement que tu vas retrouver le concept dont j'ai parlé, Andy, puisque évidemment, comment Arendt
caractérise-t-elle le totalitarisme? Eh bien, c'est justement une volonté d'un État de capter toutes les sphères de vie. Et voilà. Et voilà. Donc, effectivement, la caractéristique du totalitarisme, c'est que, contrairement, nous dit Arendt, aux tyrannies anciennes, qui étaient juste, se situaient juste sur le domaine politique et qui visaient simplement à interdire à ses opposants, aux opposants, de s'exprimer. La volonté, justement, de ces nouveaux États despotiques, et là on voit bien encore une fois l'affiliation avec Tocqueville, c'est que, Arendt nous dit, c'est que la volonté tyrannique est totale. C'est-à-dire que ces gouvernements, ces nouveaux États veulent capter, veulent diriger l'individu dans toutes ses sphères de vie. Voilà. Et là, ici, on va revenir justement à ma question des sphères de vie, qui évidemment, hein, d'ailleurs, justement, une pensée de type essentiellement politique, évidemment. Hein. Donc ici, capter les sphères de vie, et ça, c'est la caractéristique. Et on voit comment ce despotisme a-t-il été préparé? Et bien justement, Arendt reprend un peu les failles que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que eh bien, c'est la solitude, c'est l'isolement de l'homme moderne que va développer ces régimes, parce qu'ils se nourrissent de cette solitude, de cet isolement de l'individu, puisqu'il offre à cet individu moderne justement l'appartenance à un grand tout, la possibilité quelque part de se sentir, hein, on sait avec les nazis, hein, j'appartiens à une race supérieure, hein, donc en quelque sorte, eh bien, je suis relié à un tout, ou bien avec le régime soviétique, je vais sauver le monde, je vais apporter le bonheur dans le monde par le communisme, etc., etc. Donc, il se nourrit, premièrement, justement, de ces pathologies. Deuxième élément, il s'est nourri aussi, et ça on ne le dit pas assez aujourd'hui, hein, Arendt aujourd'hui on en fait un penseur de droite, même raciste, alors qu'au contraire, ce qu'elle nous dit, c'est que, et là je suis content, toi qui es en Afrique et qui as connu ça, elle se nourrit justement de l'impérialisme. Hein, elle s'est nourrie de l'impérialisme. C'est-à-dire que c'est l'impérialisme, nous dit-elle, qui a préparé, je dirais quelque part, ce système, puisque l'impérialisme n'est pas justement, là aussi, n'était pas était essentiellement, nous dit-elle, justement, un objectif purement de prédation économique. Hein, et il ne s'agissait pas du tout d'apporter, justement, comme l'étaient les anciens empires, là sur ce coup on peut discuter avec Arendt, mais en tout cas l'objectif n'était pas véritablement d'intégrer les populations, il était simplement de servir les intérêts économiques des castes au pouvoir, des castes bourgeoises au pouvoir, et quelque part de servir ces intérêts. Alors évidemment, donc justement, elle distingue quand même, et ça c'est important, elle distingue malgré tout Arendt, surtout aujourd'hui, dans le dialogue d'aujourd'hui, elle distingue malgré tout l'attitude impérialiste de l'attitude totalitaire. Hein. Même si l'impérialisme est une dérive, le totalitarisme est vraiment ce qu'il y a de pire, évidemment, pour elle, même s'il l'a produit. Et évidemment, le totalitarisme se traduit par différents éléments, comme je l'ai dit, donc surtout par une volonté de prise totale sur les sphères des individus. Alors, quelles sont ces sphères, justement? Ben, pour Arendt, il y en a deux, la sphère publique, la sphère moderne, et la sphère privée. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure, mais je dirais que Arendt, justement, ne va pas, je dirais que elle va nous montrer comment procède le régime totalitaire, essentiellement à partir de deux outils, hein, comme on le sait, l'idéologie d'un côté. Qu'est-ce que l'idéologie? L'idéologie, c'est l'idée, c'est une idée hein, qui, à elle seule, permet de tout expliquer. D'accord? Hein, c'est ce que nous dit Arendt. C'est-à-dire, grâce à l'idée, grâce à une idée, j'explique le présent, le passé et l'avenir. Voilà, hein, donc c'est un petit peu ça, l'idéologie. Et surtout, nous dit-elle, l'idéologie, c'est aussi ce qui permet de préparer les individus à être soit des victimes, soit des bourreaux. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument, justement, pas de troisième voie possible avec l'idéologie. Il n'y a pas de nuance, justement, avec l'idéologie. Et deuxième chose, évidemment, c'est la terreur. Et une terreur, là aussi, je dirais une terreur, une idéologie, euh, je dirais, cette idéologie, et c'est une terreur hein, qui la met en place. Et alors, évidemment, cette terreur, elle aussi, est d'un genre nouveau, puisque précisément, nous dit Arendt, autant la terreur des anciens visait les opposants, autant ici, la terreur vise tout le monde, vise tous les citoyens, et là aussi, elle a pour objet d'entrer dans toutes les sphères de vie de l'individu. Mais donc Arendt, par contre, justement, ne fait pas de lien, d'analyse sur la psychologie.
des dirigeants de ces États despotiques. À aucun moment, elle nous propose ce genre d'analyse dans ses textes. Et euh, pour elle, essentiellement, ce qu'elle décrit justement, c'est un système. C'est hein, un système totalitaire qui est organisé, et là on verra, et là aujourd'hui, on a, je crois, des États qui correspondent à cette logique-là, on pourra peut-être en parler, mais qui se caractérise notamment par ce qu'elle appelle la structure en oignon, hein, et surtout aussi par un dédoublement à la fois des logiques étatiques et puis d'autre part de plusieurs éléments secrets qui ont le véritable pouvoir, hein, qui ont le véritable pouvoir. Et je dirais qu'il y a ici, donc, je dirais, quelque part, une duperie permanente dans l'attitude de l'État totalitaire. Il est tout le temps à duper, tout le temps à duper, tout le temps à tromper, tout le temps à jouer sur les apparences. Mais il n'y a pas chez Arendt l'idée que les dirigeants au pouvoir dans ces totalitarismes seraient victimes justement de névroses pathologiques particulières. Et c'est donc sur ce point que je me séparerai d'elle, en quelque sorte, je me sépare d'elle parce que précisément, comme je vais le montrer tout à l'heure, je crois il faut rester dans la logique de Tocqueville, c'est-à-dire que ces trois failles dont j'ai parlé tout à l'heure sont liées entre elles. Et comme elles sont liées entre elles, elles vont m'amener justement à penser non pas deux, mais sept sphères de vie qui sont reliées. C'est-à-dire que quand une est atteinte, elles atteignent forcément les autres. Et donc, ceux qui m'ont permis, les auteurs qui m'ont permis de penser, je dirais, ce qui font, à mon avis, la synthèse entre Freud et Arendt, c'est essentiellement, notamment un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est Paul-Claude Racamier, qui est le pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est justement quelqu'un qui, justement, est atteint de ce narcissisme pathologique, mais qui, justement, utilise des manœuvres qui ressemblent à de la propagande, qui ressemblent à la terreur, seulement il le fait dans le domaine privé. Hein, il le fait dans le domaine privé. Il agit de cette manière dans le domaine privé. Et quand on lit, c'est assez intéressant, vraiment, quand on lit Arendt sous l'angle de Racamier, on voit à quel point, je dirais quelque part, les démarches politiques adoptées par les gouvernements despotiques ressemblent point par point à la démarche de l'individu qualifié de pervers narcissique. Pervers narcissique, son objectif, nous dire Racamier, c'est de nourrir son narcissisme en humiliant continuellement l'autre. Hein. Il est vide. Il est d'ailleurs, Arendt reprend d'ailleurs souvent ce terme, il est mort-vivant en quelque sorte, c'est un mort-vivant. Et ce que Latch va nous montrer, c'est que, je dirais, la thèse de Latch, c'est que, en fait, la société moderne développe essentiellement des pathologies de type narcissique et les dirigeants, pour diriger justement ce monde où lui va parler, il va aller très loin, dirigé par une culture narcissique, et bien en quelque sorte, c'est le plus narcissique qui va diriger. Hein, c'est un peu cette idée. Donc, je dirais qu'il y a un lien, hein, là, je vais nous faire un lien entre, je dirais, cette perversion narcissique et, je dirais, l'état d'une société. Et c'est ce que j'ai constaté dans le dernier texte que j'ai écrit, qui s'appelle Pervers narcissique, phénomène de société, où justement, je m'interrogeais sur ce phénomène. Pourquoi aujourd'hui en France, hein, quand on entend vraiment partout, les gens disent que j'ai rencontré des pervers narcissiques, ben justement, pour moi, je l'ai lié, je dirais, à une société fragmentée, à une société qui a perdu le sens du commun, qui a perdu le sens du lien. Et c'est partant de ce travail-là, partant de mon dernier texte, partant du fait que un mécanisme, une déviation, une perversion de type privé avait un lien avec une décomposition sociale, avec un lien avec une décomposition politique, et que quelque part, le pervers narcissique dans les sociétés occidentales, hein, je ne sais pas ce qu'il en est de la Tunisie, c'est intéressant, mais je dirais dans des sociétés occidentales en perte de valeur, fragmentées, n'ayant plus vraiment de socle commun, dans lesquels les individus, je dirais, les classes, les groupes, les communautés sont de plus en plus en rivalité, je dirais, eh bien, crée un état de fragmentation qui favorise les prédations. Hein. Je dirais donc c'est partant
Hein, c'est partout de ce contexte-là, hein, développement en quelque sorte de ces prédateurs qui se développent dans un état de décomposition, d'accord, que justement, et là j'en viens à mon deuxième moment, que j'en suis venu à me dire, mais que faire? Que faire face à cette situation, hein? Et justement, je me suis dit que c'était précisément à la philosophie, c'était à la philosophie de répondre à ça, hein. C'est-à-dire que ces mots-là, et d'ailleurs, puisque hein, les auteurs que j'ai cités sont essentiellement des philosophes, puisque les mots de la modernité sont de type philosophique, il faut trouver des remèdes de type philosophique, hein. Et donc, c'est avec ce projet-là, avec cette volonté d'une philosophie vivante qui apporte des remèdes, hein, au monde contemporain dans lequel nous sommes, que j'ai accès, que j'ai débuté mon travail justement de philosophie vivante, c'est-à-dire une philosophie au service de ces remèdes. Alors évidemment, au service de ces remèdes qui supposent évidemment des analyses, des outils d'analyse pour la décrypter. Et donc ça, je dirais, ça va être le deuxième aspect de mon travail, c'est-à-dire ici, j'ai développé à partir de là, euh, j'ai élaboré une pensée, alors qu'on peut discuter, hein, mais qui essaie de voir justement ce monde dans lequel nous sommes, dans sa globalité, hein, dans sa globalité, ce monde justement qui n'est plus vraiment le monde d'Arendt, mais qui est justement post-moderne, je reviendrai sur la question. Euh, donc, j'ai essayé justement d'élaborer, et c'est là que j'ai rencontré, je dirais, deux éléments. Je dirais que le premier point, le premier élément, c'est, je dirais que ce monde dans lequel nous vivons développe trois manières d'être. Trois manières d'être qui sont, je dirais, une forme d'être malsaine et qui amène pour moi justement vers la mort, une forme d'être saine qui amène vers la vie, et une forme, je dirais, intermédiaire qui peut créer justement ces logiques de mort-vivant. Et je dirais, la forme saine, la première, qui est évidemment la forme idéale, hein, celle vers laquelle on doit tendre, puisque la philosophie, justement, ne se contente pas, hein, comme tu le sais, la philosophie ne se contente pas seulement de dire ce qui est, elle décline aussi parfois ce qui devrait être, hein. Donc, dans une logique de ce qui devrait être, évidemment, le philosophe, s'il doit remédier, il doit amener le plus possible, il doit travailler le plus possible vers cette forme saine. Et là, justement, là où je me sépare des auteurs que je viens de citer, c'est qu'à mon avis, ils se sont beaucoup trop intéressés à, je dirais, aux problèmes existants dans notre monde. Et à mon avis, ils n'ont pas assez pensé à partir de ce qui est sain et qu'il faut réparer. D'accord? Donc là, je dirais, par rapport, c'est cette forme saine qui me paraît la forme centrale, celle sur laquelle il faut axer tous les travaux. Parce que c'est d'elle que partent justement, à partir des failles de cette forme saine, que se nourrissent ensuite les deux autres formes malsaines. Donc c'est elle, je dirais, cette forme, c'est la forme source en quelque sorte, hein. Et évidemment, cette forme, alors chacune de ces trois formes hein, que j'ai indiquées, c'est-à-dire la forme saine, et on va revenir justement à la logique de sphère de vie, hein, dont Arrête nous a parlé, justement, tu vas voir comment j'utilise, mais je dirais cette forme saine, cette forme malsaine et cette forme, on va dire, intermédiaire, à la fois vivante et morte, elles ont toutes les trois, justement, et là, c'est là que je me nourris de Tocqueville, elles ont justement toutes les trois, trois branches. Une branche, justement, psychologique, une branche privée et une branche politique, hein. Donc, il y a une forme malsaine psychologique, il y a une forme malsaine, on va dire, privée, et il y a une forme malsaine politique. D'accord, hein. Donc, j'ai de même qu'il y a une forme saine, hein. Il y a une forme saine et il y a une forme intermédiaire. Alors, dans la forme, évidemment, chacune de ces formes-là, comme j'ai cité Bertrand Lanfy tout à l'heure, chacune de ces formes-là sont en interaction en permanence, hein. C'est-à-dire que la défaillance de l'une nourrit l'autre. Et inversement, la montée de l'une affaiblit l'autre, hein, continuellement.
C'est pour ça donc, qu'il faut voir les choses, et justement, je crois que la philosophie qui peut le faire, il faut voir les choses justement dans leur globalité. Et si on ne le fait pas dans cette globalité, justement, mon idée, c'est que l'absence philosophique sur ce sujet, la nature a horreur du vide, comme on sait, cette absence, justement, ne fait que favoriser les pensées de type totalitaire. Donc, je crois qu'il est de l'ordre de la philosophie d'offrir une approche globale. Quitte à, on n'est que dans le domaine de l'hypothèse, évidemment, ici, et j'en parlerai tout à l'heure, mais je crois que c'est de l'ordre du devoir même du philosophe d'offrir ces offres, ces approches globales. Donc, dans la forme, évidemment, psychologique saine, équilibrée, la forme psychologique saine, il y a évidemment, justement, l'individu qui est dans cette logique, justement, et dans un équilibre de ses sphères de vie, justement. C'est-à-dire ces sphères de vie sont équilibrées. D'accord. Dans la logique, justement, dans la forme saine privée ou économique, il y a un partenariat, il y a des accords, il y a des liens entre les différentes sphères de vie. Et dans la forme politique saine, je la qualifie, moi, on peut en discuter, de républicaine et démocratique à la fois, c'est-à-dire une sorte de synthèse entre les deux, hein, et républicaine et démocratique. Hein, non pas ni l'une ni l'autre, je dirais une synthèse entre les deux. Évidemment, je prends le terme de républicain au sens platonicien du terme ou cicéronien du terme, hein, et démocratique dans le sens, évidemment, de donner la parole au peuple. Mais je dirais c'est dans cet équilibre-là que je place la forme saine. Alors tout ça, évidemment, hein, ce sont des schémas que je propose. Dans la forme, je dirais, médiane, la forme médiane, au contraire, eh bien, et ben justement, au niveau psychologique, eh bien, il y a quelques sphères qui plutôt écrasent les autres. Hein. Dans la forme économique, justement, dans la forme économique, eh bien, on est quelque part dans une logique tout le temps de concurrence, hein, souvent avec l'autre, on est tout le temps, voilà, tout le temps en concurrence avec l'autre. Et la forme politique, c'est l'impérialisme. Hein. Justement, l'impérialisme me paraît être justement cette forme médiane entre vie et mort, hein, quelque part. Et donc, la forme malsaine, hein, eh ben, on le sait, justement, les formes malsaines, ce sont celles justement qu'ont décrites les auteurs que je viens de parler et que je relie entre elles, c'est-à-dire au niveau psychologique, c'est le narcissisme pathologique, au niveau privé, c'est la perversion narcissique, et au niveau politique, c'est le totalitarisme. Et pour moi, évidemment, tout ça est en lien. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il est une évidence. J'ai travaillé tout récemment avec des collègues ukrainiens qui sont d'ailleurs intéressés à mon travail. Et justement, c'est une évidence pour moi que, par exemple, ce qui se passe actuellement, quand Trump essaie de discuter avec Poutine, c'est une erreur parce que justement, on ne discute. Je dirais qu'il y a le profil pervers narcissique qui s'applique, je dirais, de manière évidente aux dirigeants des régimes totalitaires. Et donc, évidemment, qui dit perversion narcissique, dit narcissisme pathologique. Et on l'a vu justement avec Freud, puisque quand Arendt, c'est là qu'on va le lire, quand Arendt nous dit qu'est-ce que le totalitarisme, c'est une volonté justement de gouverner le monde, de considérer qu'il n'y a pas de différence entre ma sphère publique, j'en parlais tout à l'heure, et le monde. C'est ma manière de voir le monde qui importe. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Arendt le dit bien. Ce qui caractérise le totalitarisme, c'est une volonté d'importer je dirais, sa vision du monde à l'autre, de manière forcée. Hein. Donc on voit bien, c'est l'attitude du narcissisme pathologique. Et le pervers narcissique, évidemment, est quelqu'un qui nourrit ce narcissisme pathologique par de l'humiliation. Donc il y a des liens entre tout ça. L'objet de mon exposé n'est pas de parler de ça, j'ai beaucoup travaillé sur la question, mais je dirais que je ne distingue pas tout ça, au contraire, je le relie, et tout ça se nourrit mutuellement. Alors justement, pourquoi tout ça se nourrit mutuellement? Et c'est mon deuxième dispositif global, c'est justement les sphères de vie. Voilà. Ce sont les sphères de vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore à me dire, parce que peut-être je suis un peu. Encore bon, un quart d'heure, 20 Un quart minutes. d'heure, voilà, j'ai presque, voilà. Donc, justement, là, on en arrive justement à ma deuxième approche, c'est-à-dire qu'évidemment, pourquoi tout ceci se nourrit? Parce que, justement, Arendt, comme on s'en souvient, nous avait dit que le totalitarisme absorbe toutes les sphères de vie. Mais elle ne nous dit pas vraiment ce que sont les sphères de vie. On sait que dans la condition de l'homme moderne, elle nous dit surtout que ce qui caractérise l'homme moderne, c'est que, reprenant Tocqueville d'ailleurs, pas toujours sans citer, je crois, mais peu importe, elle nous dit que, eh bien, ce qui caractérise l'homme moderne, c'est que, justement, il est replié sur la sphère moderne, sur la sphère privée, et il s'intéresse de la sphère publique. Donc, Arendt, essentiellement, distingue deux sphères. Elle a eu un héritier sur le sujet, on le sait, c'est Habermas, qui a fait un travail remarquable sur le sujet. Mais je dirais que moi, je me distingue
de Habermas et de Arendt sur la question, parce que, justement, compte tenu de tout ce que je viens d'indiquer, et que je viens de parler des questions psychologiques, que je viens de parler des questions économiques, que je viens de parler des questions, je dirais aussi, philosophiques, je ne peux pas me contenter de deux sphères. Je suis donc, mes travaux m'ont amené à considérer que l'individu évoluait sur sept sphères de vie. Hein, sept sphères de vie. Alors, et non pas deux. Alors, la première, je dirais que ces sphères, alors je ne vais pas entrer trop dans les détails de ma théorie, peut-être j'attendrai qu'il y ait des questions, mais hein, l'objet c'est juste de faire une petite introduction à mon travail, hein, qui est de philosophie vivante, mais je voulais juste dire ici que je dirais que, donc, qu'est-ce que c'est une sphère? Tu m'as posé la question. Bah, une sphère, hein, la sphère justement, je dirais c'est un terme mathématique, géographique à l'origine, hein, je dirais que c'est justement un ensemble composé de plusieurs cercles justement, hein, qui sont mis avec un centre, hein, et qui donc, en quelque sorte, forment une forme de monde. Hein. Évidemment, les planètes sont des sphères, hein, en quelque sorte, sont Mhm. une forme de monde, en quelque sorte. Hein. Alors, ces sphères, qui sont au nombre de 7, et je vais les décliner tout à l'heure, elles ont pour moi, elles sont organisées toujours un peu de la même manière. Je l'ai dit tout à l'heure, m'inspirant des travaux de Bertrand Amphi notamment, et sur la question du vivant, elles sont vivantes, justement. Hein. Elles sont vivantes, et donc, puisqu'elles sont vivantes, elles sont en interaction permanente les unes avec les autres. Elles ne sont pas, et il y a un terme que je suis là aussi en dialogue avec Bourdieu, elles ne sont pas séparées, mais elles sont dans la distinction. Elles sont distinguées les unes des autres, c'est-à-dire qu'elles ont leurs limites propres, mais évidemment, ce qui se passe dans l'une, forcément, impacte l'autre et réciproquement. Hein. Donc, il y a un système d'interaction continuelle à l'intérieur de ces sphères. Quand il y a un déséquilibre dans l'une, forcément, à un moment, ça impacte l'autre et réciproquement, etc. etc. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois, il y a trois formes aussi. Hein, donc, voilà, forcément, quand tout est déséquilibré, eh bien, tout s'enchaîne. Et c'était ça, ce que m'avait amené à la réflexion justement sur la relation narcissique, etc. Et surtout, elles sont composées, pour moi, toujours un peu de trois éléments, c'est-à-dire deux opposés et une médiane. Hein. Et alors, on va en parler parce que justement, c'est intéressant. Je suis content de parler avec des penseurs du Maghreb parce que tu vas voir pourquoi. Parce que justement, pour moi, justement, la médiane, c'est ce qui fait le lien entre les deux opposés. Et lorsqu'elle est affaiblie, les opposés sont en opposition. Donc, je dirais que la médiane, elle est à la fois composée des deux, mais évidemment, en même temps, je dirais quelque part, lorsqu'elle s'absente, ou lorsqu'elle prend, je dirais par exemple, on le voit avec l'impérialisme, lorsqu'elle elle sort de sa sphère, et lorsque l'économique rentre dans le politique, ça ne va plus non plus. Hein, je dirais donc quelque part, il y a, je dirais, mais toutes les sphères se composent de la même manière. Donc la première des sphères, Mhm. c'est la sphère de l'imaginaire. Hein. Je dirais que cette sphère, elle est. Alors là, je suis en dialogue avec d'autres auteurs sur la question, mais j'y reviendrai pas. J'ai fait des petites vidéos pour ceux que nos amis intéressent pour essayer de les présenter. Mais je dirais évidemment, cette sphère, évidemment, dans une logique purement naïve, c'est celle qui domine le plus, c'est la sphère de l'imagination. C'est-à-dire qu'un individu qui ne fait pas vraiment de travail sur lui, qui reste, je dirais, ou même une société, hein, aussi, évidemment, parce que tout ça vise aussi une société ou une entreprise ou un groupe, quel qu'il soit. Je dirais que c'est ce qui est primaire, c'est la sphère primaire. Hein. Ce n'est pas la sphère première, c'est la sphère primaire, c'est la sphère du primate en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans l'imaginaire. Voilà, c'est l'imaginaire qui, chez lui, fonctionne toujours. Alors on sait que Pascal, lui, avait construit une grande partie de sa pensée sur la question, hein, l'imagination règne du monde. Mais enfin, pour moi, je ne me place pas dans la même logique que Pascal. Je dis que dans une démarche primaire, la sphère imaginaire prend le dessus sur toutes les autres. Bien. La deuxième sphère, justement, qui est déjà un peu plus élaborée, c'est la sphère des possibles. La sphère des possibles, alors là, pour le coup, c'est un dialogue que j'ai avec Kierkegaard. Hein. On sait que Kierkegaard considérait que le désespoir vient du fait que, justement, quand l'individu considère que les possibles sont limités. Et tu sais peut-être, tu te souviens que Bergson a nié cette idée-là en disant que pour lui, le possible n'existait pas. C'est intéressant parce que lorsque je parle des possibles, j'étais encore l'autre jour tout à l'heure avec un enfant, un jeune, et je lui disais, je vais peut-être, c'est la sphère du peut-être, et je vais peut-être faire ça. Et l'enfant ne comprend pas. C'est-à-dire que là, il faut quand même un deuxième degré pour comprendre la sphère des possibles. C'est-à-dire qu'il faut admettre qu'il y a un peut-être. Hein, il faut qu'il y ait un peut-être. Et donc, l'homme est capable de penser en termes de peut-être,
Mais ici, évidemment, cette sphère, moi, dans cette sphère, alors là, je vais peut-être fâcher beaucoup de gens, je place tout autant. Alors, on sait que Platon plaçait les idées je dirais dans le ciel, hein, etc., le ciel des idées. Moi, je place les idées, et donc ce que je suis en train de faire, je le place dans la sphère des possibles. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, c'est peut-être vrai. Hein. Je place aussi la foi et la croyance. Hein. C'est-à-dire que ma foi, la tienne, celle de... Voilà, c'est peut-être la foi qui est vraie, mais c'est peut-être aussi la mienne. Hein. Donc, je dirais que justement, là, je m'oppose à ceux qui identifient la foi à l'être. Hein. Je dirais que là, ici, je suis dans un dialogue avec ces penseurs qui sont, je dirais, dans une forme d'idolâtrie de l'être, hein, en quelque sorte. Pour moi, tout ça est placé du côté du peut-être. Hein. Alors, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Hein, mais évidemment, ça suppose, en quelque sorte, que là, on l'admette, et ça suppose quand même, pour passer à ce deuxième niveau, un travail quand même supplémentaire et de l'individu et du groupe. Et ça, comme je te l'ai dit, lorsqu'on parle à un enfant ne peut pas entendre, il n'entend pas le peut-être, c'est pas possible. On ne peut pas parler comme ça à un enfant, et donc une société, un groupe qui est dans une démarche un peu enfantine, il ne peut pas l'entendre. Évidemment, ensuite, il y a une troisième sphère, et là, cette sphère, elle a aujourd'hui en Occident, et elle a pris le dessus, et elle peut avoir des effets justement extrêmement absorbants, qui est la sphère de l'intériorité. Hein. Moi, j'appelle la sphère de l'intériorité. Dans cette sphère, je dirais qu'aujourd'hui, justement, et c'est un peu le mal de la philosophie, c'est-à-dire que dans cette sphère, évidemment, c'est cette sphère qu'a étudié Freud. C'est cette sphère qui étudie la psychanalyse. Et aujourd'hui, justement, elle a tendance à croire que les autres n'existent pas. Hein, je dirais que, justement, alors là, ce qui caractérise la postmodernité, je crois, c'est que du temps d'Arendt, elle disait que c'était la sphère privée qui avait pris le dessus. J'ai le sentiment, moi, dans le monde dans lequel je vis, que c'est la sphère intérieure qui a pris le dessus avec le développement personnel, avec toutes ces choses-là, avec la montée de la psychanalyse, etc., etc. Alors, la pensée que je propose, justement, n'est pas en lutte avec la psychanalyse. Elle ne l'idolâtre pas non plus. De même, elle dit simplement que la psychanalyse est utile pour comprendre et travailler. Et je l'ai montré tout à l'heure, même d'ailleurs en politique, elle est utile pour comprendre notre monde, mais elle est consonnée quand on est à une sphère. Hein. Et donc ensuite, je n'entre pas dans les détails parce qu'évidemment, je propose un fonctionnement global de toutes ces sphères, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, quatrième sphère, c'est la sphère d'intime, c'est la sphère de l'intime. C'est-à-dire là, ici, dans laquelle je place les relations proches. Hein. C'est-à-dire ici, quelque part, les relations dans lesquelles j'ai un lien fort avec certains individus, hein, ici. Et donc, alors, j'ai vu encore tout récemment, justement, je la distingue justement de la sphère privée. Et dans la sphère privée, justement, je place plutôt je dirais, les relations dans un sens beaucoup plus large, et notamment le travail, les amitiés éloignées, les familles éloignées, etc., etc. C'est-à-dire que, et évidemment, alors, on va me dire, pourquoi je distingue, pourquoi Arendt ne distingue-t-elle pas justement, ou Habermas, pourquoi ne distingue-t-il pas la sphère privée de la sphère intime, de la sphère intérieure, de la sphère des possibles, de la sphère de l'imaginaire? J'avoue que je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas vu dans leurs œuvres pourquoi il n'y avait pas cette distinction. En tout cas, moi, elle me paraît importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut penser le monde dans sa globalité, comme je l'ai dit, puisque si on veut penser les différentes articulations. Là, la sixième sphère, c'est évidemment la sphère publique. Alors là, bien sûr, là, je reprends évidemment tous les travaux des auteurs que je viens de citer, évidemment. Et dans cette sphère publique, par contre, et là, c'est un dialogue que j'ai avec Cicéron, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je mets trois éléments, mais je mets des trois éléments dans tous les trois. Mais je dirais, je distingue la nation et le peuple et un intermédiaire entre les deux qui permet de les unir. J'ai une lecture, la nation et du peuple, qui est particulière, mais je dirais évidemment, donc il y a une sphère publique tunisienne, il y a une sphère publique française, il y a une sphère publique marocaine, etc., etc. Bref, il y a une sphère publique pour chaque État
enfin, pour chaque nation et peuple, hein, Mhm. en quelque sorte, qui font justement la septième et dernière sphère, qui est la sphère monde. Et je dirais que la sphère monde, évidemment, elle est composée de toutes ces sphères publiques. Et pour moi, je crois que justement, c'est ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons, nous tous, c'est que je crois elle s'est vraiment constituée en tant que sphère aujourd'hui. Et il me semble que la philosophie ne l'a pas assez pensée en tant que telle, hein. Je dirais que je crois que s'il y a un travail vraiment de la philosophie à faire aujourd'hui, c'est vraiment, je crois que cette sphère, elle prend de plus en plus d'importance. Elle a pris justement, je dirais, ce qui caractérise la postmodernité, qui est justement post-coloniale, post, entre guillemets, impérialiste malgré tout, c'est que elle est, je dirais elle s'est vraiment constituée en sphère, vraiment, hein, en tant que telle. Et je crois que ce qui nous caractérise nous, justement, post-moderne, c'est que, alors justement, ce qui caractérise post-moderne, c'est qu'on l'a enfin identifié en tant que tel. Et évidemment, avec les heurts et les problèmes que ça cause, mais en même temps, je crois, avec les bonheurs, peut-être que ça pourrait aussi causer si on la voyait justement comme en tant que sphère, hein, justement. Hein. Voilà, donc ici, voilà ici, en quelque sorte, hein, donc l'approche théorique auquel je me suis amené, c'est-à-dire, en quelque sorte, comment répondre à ces mots, à ces failles, ben, donc je l'ai dit, ben, y répondre par une approche théorique, une proposition d'une philosophie vivante qui pense les choses dans leur globalité, et donc je propose ces trois éléments, c'est-à-dire que je propose de dire qu'il y a effectivement du sain et du malsain, et de l'intermédiaire, et je propose aussi de dire qu'il n'y a pas deux, mais 16 sphères du. C'est impossible, sur lequel je propose qu'on avance, et c'est sur ça donc que j'ai construit ma théorie. Alors évidemment, à partir de là, évidemment, puisque c'est une philosophie que je défends, vivante, comment parce que, évidemment, donc Arendt, Tocqueville, Racamier nous disent, bon, voilà, eux, ce qu'ils font, c'est que, justement, ils disent, ben voilà, attention, ça va mal, etc. Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, le philosophe ne doit pas apporter des remèdes. Et donc, pour penser des remèdes, il faut penser non pas de manière positiviste, mais positive. C'est-à-dire essayer de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour justement améliorer notre vie à nous tous? Et bien justement, il faut faire le contraire de ce que fait le régime malsain. C'est-à-dire qu'il faut non pas absorber toutes les sphères de vie, mais trouver des espaces, trouver des lieux qui permettent aux individus, aux groupes, aux nations de vivre de manière la plus équilibrée leurs sept sphères de vie. Hein. Voilà ici, je dirais, ce à quoi j'ai abouti. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très bien la théorie, mais il faut aussi en pratique, eh bien, le philosophe, le savant, participe à la pensée concrète de remèdes. Et ces remèdes, c'est l'inverse de ce que fait ce qui est malsain. Le malsain absorbe toutes les sphères de vie, le sain doit au contraire permettre, le sain en santé, le sain, en quelque sorte, doit permettre au contraire à chacun de vivre en harmonie. C'est cette sphère. Donc évidemment, pour vivre en harmonie, il faut d'abord les distinguer. Il faut aussi trouver des moyens, évidemment, à chacun de les vivre, c'est-à-dire comment mieux vivre mon intime, comment mieux vivre, comment être un meilleur ami, comment être un meilleur amant, comment être un meilleur citoyen, comment être un meilleur citoyen du monde, comment mieux entendre les possibles de l'autre sans être en guerre avec lui. Et je distingue toujours le différent avec un T, tu l'as dit tout à l'heure, comment nous parler malgré nos différences, voilà, mais tout ça, ça s'éduque, on le sait, puisque l'enfant ne distingue même pas le possible. Donc, je dirais, donc tout ça, évidemment, eh bien, voilà, pourquoi le terme d'université. Et là, je le prends à Arendt et Lévinas. Arendt et Lévinas sont d'accord sur ce point. Ils disent effectivement que la démocratie est impossible sans université. Hein. On ne l'a jamais assez dit. L'université est le lieu dans lequel la démocratie, la République se construit. Pourquoi justement? Parce que sinon la démocratie tourne au populisme, tourne à la démagogie. Et comme je l'ai dit, puisqu'il faut aller vers ce qui est sain, dans le monde sain, et dès qu'il y a du sain, c'est l'université qu'il faut développer. Oui, mais, et c'est là que je rencontre, et je termine rapidement, Jean-François Lyotard. Comme on le sait, justement, Jean-François Lyotard, penseur de la postmodernité, c'est-à-dire du monde dans lequel on est. Et qu'est-ce que c'est cette postmodernité? Moi, je fais mienne la thèse de Lyotard. C'est-à-dire qu'elle a conscience, nous avons conscience, nous tous, aujourd'hui, que l'ancien ne fonctionne plus, mais le moderne non plus. Et que quelque part, justement, nous ne savons plus, nous n'avons plus de modèle. Nous n'avons plus de modèle ancien ni de modèle moderne. Alors justement, je dirais par contre, ce qui me distingue de ces auteurs, c'est que, à mon avis,
et c'est d'ailleurs les auteurs qui nous ont précédés, ils sont, merci à eux, nous ayant enseigné le fait que, OK, eh ben, nous n'étions plus vraiment des modernes, je dirais quelque part, nous étions bah, voilà, la science, hein, je dirais, voilà, était en crise. Bref, on connaît le texte de Arendt sur la crise de la culture, etc., etc. Bref, voilà. Je dirais quelque part, euh, euh, moi, ce qui me distingue de ces auteurs, c'est qu'ils sont restés en état de sidération. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la philosophie qui nous a précédés, après avoir constaté que, bon, bah voilà, les valeurs des anciens ne nous conviennent plus, les valeurs des modernes ne nous conviennent plus, ce qui me semble, c'est que, eh bien, voilà, arrête, elle utilise le terme de crise. Voilà, donc on le voit tout le temps d'ailleurs. Bon, on est en crise, on est en crise, on est en crise. Non, mais, la crise, qu'est-ce que c'est? C'est justement, alors, j'entends ça d'ailleurs, la tarte à la crème régulièrement. Oh, c'est un moment de passage, etc., etc. Bon. Mais moi, pour moi, c'est un état de sidération. C'est un état de sidération. Qu'est-ce que c'est la sidération? C'est-à-dire que nous, postmodernes, ben voilà, bon, on voit ce qui s'est passé, on voit ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Bon, ça va pas, ça va, l'ancien, le moderne, ça va pas. Comment on fait? Ben oui, mais justement, il faut justement essayer de construire, là aussi, être positif. Et donc, par contre, ils nous ont donné une voie positive. C'est la voie de l'université. Seulement, évidemment, comme on le sait, Lyotard va nous dire, oui, mais l'université, dans un monde postmoderne, est en crise. L'université, université classique, en tout cas, l'université au sens classique du terme, est en crise. Est en crise parce qu'elle a été justement construite sur le modèle moderne. Elle a été construite sur le modèle essentiellement, hein, notamment ici devant Humboldt, etc., c'est-à-dire de l'université de Berlin, etc., c'est-à-dire en fait une université qui s'est pensée sur le développement, soit préparer des futurs bureaucrates pour gérer l'État, etc., hein, ça c'est un des modèles, ou alors l'autre modèle, c'est le modèle eh bien, qui développe la science. Mais Lyotard nous dit, mais cette université est en crise. Et seulement le problème de Lyotard, c'est qu'il s'arrête là. De même qu'Arendt. Hein, Arendt nous dit, voilà, il y a une crise de la culture. Il s'arrête là. Mais non, justement, ce que nous devons faire, et c'est là, je termine là-dessus, c'est que on sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire revivre les sphères de vie. Donc, eh bien, justement, l'université des liens, ça doit être un nouvel type d'université qui doit, eh bien, s'adapter à cette postmodernité. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, justement, elle doit, hein, alors, moi, je ne dis pas, hein, voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire ça devrait être le projet concret. C'est-à-dire, ben, justement, elle devrait concrètement, eh bien, à l'épanouissement, à l'épanouissement sain de cette sphère de vie et devrait travailler là-dessus. Voilà. Et justement, justement, là aussi, devant, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. Par exemple, justement, ça repose la question peut-être la question de la laïcité, par exemple, nous, dans lequel on est en France. Hein. C'est-à-dire que, puisque la laïcité, ça veut dire, hein, je rappelle, par exemple en France, hein, tu me diras peut-être ce qu'il en est en Tunisie, mais en France, évidemment, c'est de dire que la foi reste dans le domaine privé, hein, et n'entre pas dans le domaine public. Ben, moi, ce que je propose, c'est que, justement, et ça, Habermas a évoqué des points, c'est-à-dire que, justement, on la met plutôt dans le domaine des possibles. Hein, par exemple, donc, etc., etc. C'est-à-dire que, bon, donc ça suppose, voilà, ce que je voulais dire, et je termine là-dessus, c'est que cette université des liens doit donc, justement, au lieu de rester dans la sidération, je dirais, la seule réponse, c'est donc une réponse de remède, et lorsqu'il y a comme ça fragmentation, hein, puisque c'est l'état actuel et sidération, puisque c'est l'état actuel du post-moderne, eh bien, l'université a comme devoir de justement aider le monde, la société, à dépasser cette sidération et dépasser cette fragmentation. Et ça passe par le lien, et par les liens en général. Lien entre tous les savoirs, lien entre toutes les sphères, mais aussi distinction entre chacune d'elles. Voilà. Excuse-moi, j'ai peut-être été un peu trop long. C'était juste une introduction à ma théorie de la philosophie Oui. vivante. Évidemment, je travaille sur ce sujet depuis un certain temps et je te remercie de m'avoir écouté et je suis désolé si j'ai été trop long. Et Pas en de tout cas, souci. j'attendrai avec plaisir tes ou vos questions. Voilà. Merci à toi, Jean-Jacques. Au contraire, c'était vraiment introductif, hein. Donc, Voilà. faut peut-être beaucoup plus de temps pour rentrer Voilà. dans les détails, voir comment on peut appliquer cette approche ou cette vision avec tous ces
c'est C'est une cette, introduction. cette spécificité, etc. Vraiment. C'est intéressant, mais en tout cas, c'est un peu un retour, un peu sur beaucoup de ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire. C'est un retour qui prépare un peu le terrain à des initiatives, à des perspectives de pensée très, très positives et très constructives. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vais regarder s'il y a des questions, mais je te remercie vraiment parce que c'est une conférence intéressante de par un peu, c'est-à-dire sa qualité de me faire dialoguer plusieurs philosophes, de mettre en dialogue, par exemple, Tocqueville, Marx, ou Arendt, Freud, etc. Mais c'est une façon tout à fait approche originale qui fait dialoguer les philosophes, qui fait même référence à Kierkegaard, qui est un philosophe très, très, très intéressant et qui a beaucoup de choses aussi à nous apprendre. Mais aussi, il y a peut-être des choses un petit peu à questionner un peu sur ton approche. Et puis, bien sûr, je trouve ça assez normal, surtout sur le rôle de la philosophie aujourd'hui dans les sociétés, parce que on voit, par exemple, en Tunisie, la philosophie, c'est toujours, c'est pas, elle joue pas son rôle vraiment véritable. Et les philosophes, enfin, les enseignants, même personnellement, on a vraiment du mal à avoir un rôle positif important dans la construction de la Tunisie et dans la construction de la façon de voir un peu les choses, de sortir surtout des types de crises, toutes sortes de crises. C'est-à-dire, on est en train un peu passif en tant qu'enseignant de philosophie, on est passif face à nos étudiants, face au programme d'enseignement dont on a la charge, etc. Donc, on n'est pas tout à fait positif dans le sens où on valorise la philosophie comme il faut, mais au contraire, parfois, on a l'impression de subir beaucoup de choses, une autre logique qui n'est pas vraiment tout à fait philosophique. J'apprécie beaucoup dans ta conférence le fait de dire vraiment il y en a besoin de la philosophie parce que vraiment la solution, elle doit être dans dans ce que peut apporter la philosophie, dans cette globalité qu'elle peut apporter, dans cette démarche thérapeutique, on peut dire, même selon Wittgenstein, c'est-à-dire la philosophie, elle a toujours cette, euh, cette fonction thérapeutique de guérir et de donner, de diagnostiquer, bien sûr, mais de donner aussi des remèdes, comme tu viens de le dire, avec beaucoup de classe, etc. Bon, Juste une chose, j'apprécie le fait. Andy, et tu vois, ce qui est très intéressant en français, remède, tu vois, c'est retrouver le médian. C'est assez formidable, tu vois, c'est replacer le médian, tu vois. Et justement, juste une chose, c'est que justement, ce que je voulais dire, c'est que justement, aujourd'hui, notamment dans cette sphère monde, aujourd'hui, euh, les zones médianes sont les plus fragilisées. Et justement, je mets le Maghreb, le Moyen-Orient, l'Europe centrale, justement dans ces zones médianes, tu vois, dans la logique de la sphère monde. Je crois que dans ce qu'on vit actuellement, les sphères médianes, voilà, qui sont toujours entre deux, sont toujours les plus fragilisées. Juste, dans ma théorie, il y a ça aussi. C'est dans ce que tu dis de la passivité. Et c'est pour ça que je suis content de parler. Tu sais, oui, je suis né en Tunisie, et je suis né justement dans ce monde médian, mais justement, c'est ça aussi qui existe, voilà, c'est-à-dire cette idée de la médiane. Et faire remède, faire revivre ce qui est médian. Voilà. En français, c'est ça aussi, on ne le dit pas assez. Ouais. Absolument. Aussi, la référence à Bourdieu, eh ben, c'est indispensable, je trouve, dans votre analyse, et je te remercie d'avoir un petit peu impliqué Bourdieu dans cette démarche. Surtout, ben, il y a un rapprochement, je sens, entre sa notion de champ et ta notion de sphère. Il y a beaucoup de peut-être de similarités entre les deux. Et bien sûr, je reviens un peu, je suis beaucoup plutôt proche, beaucoup plus de Bourdieu que peut-être de ton analyse, parce qu'il y a toujours le poids du social, même le poids sur l'enseignant de la philosophie, sur les individus, sur les individus de façon générale. Il y a toujours ce poids de social, le fait qu'on est déjà pris dans je dis pas un déterminisme social, mais il y a quand même cette autorité du social qui fait que
on n'arrive pas toujours à se démarquer par la philosophie. Même lui, Bourdieu, il était un grand philosophe, il pratiquait la sociologie en tant que philosophe, mais que quand même, il y a des mécanismes sociaux qui sont forts et qui sont imposés aux philosophes. Et parfois, les philosophes et les enseignants de la philosophie dans des institutions, des universités, ont du mal à échapper à ces mécanismes et vraiment à assumer correctement le rôle de la philosophie qui est justement de guider et de donner tous ces éclairages nécessaires Je pense que moi, en temps de crise comme nous sommes. mais là où je me distingue de Bourdieu, effectivement, c'est que c'est surtout son texte sur la distinction. C'est-à-dire que je n'entends pas la distinction comme lui. C'est-à-dire que je crois qu'il confond l'entre-soi et la distinction. Voilà. C'est-à-dire que, ou le snobisme, ou voilà, ça existe. Évidemment, ce que tu as dit, le déterminisme social existe, Ce la qu'il appelle reproduction, surtout la reproduction, voilà. La reproduction, la production sociale, ce qu'il appelle surtout la production sociale. oui. Mais par contre, non, là où je ne suis pas en désaccord, je suis en désaccord, en tout cas en dialogue avec lui, c'est dans l'usage confus qui fait du mot de distinction. En français, le mot de distinction a un autre sens. Et c'est ce Mhm. sens-là qui me paraît important. Parce que pour moi, hein, là c'est dans le dialogue que j'ai avec Lévinas, Lévinas et le penseur, on dit que c'est le penseur de l'autre. Pour moi, non, c'est le penseur de la séparation, Lévinas. Et je prône plutôt, moi, la distinction. Voilà. C'est-à-dire que, justement, par rapport mes sphères ne sont pas, justement, par exemple, dans la logique communautariste, par exemple, les sphères sont séparées. Pour moi, elles sont distinguées. Justement, de même les sphères publiques, par exemple. Hein, par exemple, voilà, entre la France et la Tunisie, il n'y a pas de séparation. D'ailleurs, on en est tout. Voilà. Mais tu es Absolument. tunisien, je suis français maintenant. Voilà. J'ai été tunisien. D'ailleurs, je ne sais pas encore si j'ai encore la nationalité, mais peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je suis et ce que Et tu es. je pense que tu es franco-tunisien puisque tu es né en Voilà, Tunisie. voilà. Et ben voilà. Mais ce que je suis, ce que je suis et que tu es, c'est-à-dire tu es. Voilà. C'est-à-dire que moi, français, né en Tunisie, toi, tunisien, francophone, ça prouve bien que la séparation entre la Tunisie et la France n'est pas nette. Et donc, ce qui caractérise, ce qui constitue l'un et l'autre, c'est pas la séparation, comme le dit Lévinas, c'est la distinction. Et Mhm. donc, pour moi, la distinction, c'est un juste milieu, justement, et là, c'est mon côté un peu aristotélicien, bon, j'en conçois, c'est le juste milieu entre séparé et confus. Voilà. Hein. Le colonialisme, l'impérialisme, justement, le colonialisme confond, a voulu confondre, confond les deux, je dirais, et en même temps, inversement, l'État actuel, j'écoutais tout à l'heure notre président qui disait que l'état du monde était un État qui était de plus en plus en plus, des rapports de force s'installer. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on peut être aussi plus optimiste, encore une fois, comme je l'ai dit, parce que la sphère monde émerge. Hein, donc quelque part, mais eh bien, ici, je dirais, c'est plutôt une distinction des sphères publiques, mais non pas une séparation. Ce qui se passe en Tunisie, d'ailleurs, on le sait bien, nous en France, impacte la France. Et inversement, ce qui se passe en France impacte. Voilà. Donc voilà, c'est dans ce sens que je suis dans un dialogue avec Bourdieu, pas, hein, pas sur la négation, évidemment, des déterminismes sociaux, des reproductions, etc. Mais pour moi, lorsqu'il y a reproduction, lorsqu'il y a ça, c'est qu'il y a justement, on est dans cette zone intermédiaire dans laquelle l'économique a pris le pas sur le politique. Voilà. Et c'est ce que Arendt nous enseigne très bien, ce qu'est l'impérialisme. Voilà. C'est quand le politique ne prend pas sa place. Voilà. C'est ça. C'est quand justement, en quelque sorte, justement, et là c'est la thèse de Habermas, hein, c'est-à-dire lorsque quelque part la sphère publique a disparu, elle a été envahie, hein, par la sphère privée. Mais moi, je ne me situe pas dans cette veine freudo-marxiste, en quelque sorte, parce que, encore une fois, moi, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt une pensée du positif. Voilà. Eux, je trouve que le problème de cette pensée freudo-marxiste, qu'elle soit à la fois celle de l'école de Francfort ou bien celle dans laquelle est inspirée un peu la pensée de 70 française, c'est que justement, elle mène aujourd'hui trop au fait qu'on confond quand même trop l'impérialisme qui existe avec le totalitarisme. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, moi, je crois que, tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas dans cette. Hein, je ne nie pas les déterminismes sociaux, je ne nie pas l'entre-soi, je ne nie pas le fait que on entre dans une démarche malsaine, parce que l'économique
devient et Arendt l'a dit, hein. Aujourd'hui, on en fait une femme, un penseur raciste, on en fait un penseur de droite. Pas du tout. Arendt l'a dénoncé à multiples reprises, notamment dans son livre magnifique, qui est L'impérialisme, hein, où elle montre très bien que le problème, c'est quand l'économique dicte sa loi aux politiques. Voilà. Quand la sphère privée envahit. Voilà, vraiment dans ce sens, et c'est ce qu'elle. Voilà. Donc, dans ce sens-là, hein, voilà. Mais ça, c'est mal, en quelque sorte, on est dans. Mais ce n'est pas pareil quand le public, quand le privé, quand l'économique déborde le public, ce n'est pas la même chose que quand on arrive en totalitarisme. Ça, c'est quand même là aussi, je distingue bien les deux. Je parle souvent avec nos collègues philosophes ukrainiens, hein, qui viennent chercher refuge ici en France, quand même. Je veux dire, il y a quand même, voilà. Je dis à ceux qui en France aujourd'hui ont tendance à confondre les deux, non, hein, voilà, je les distingue. Je ne dis pas que c'est sain, hein, lorsque l'économique, hein, mais je dis que c'est quand même pas la même chose que lorsqu'on connaît le totalitarisme. Et pour moi, évidemment, il y a un néo-totalitarisme. Hein, il y a un néo-totalitarisme qui est quand même plus dangereux encore, puisque là, c'est la forme de la mort. Voilà, d'abord la mort. Hein, donc, voilà. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi, hein, je ne nie pas. Mais Tocqueville non plus, hein, ne liez pas, hein, puisque tout ça, on le relie au fait que, voilà, hein, c'est une Je suis économie qui devient débridée, Ouais, sans absolument, limite. sur le rôle c'est-à-dire de l'enseignement Ah oui, philosophique et la place des enseignants à l'université. Je me rappelle oui, à l'époque, enfin j'ai lu des choses sur Hegel, on empêchait des Hegeliens à un moment donné d'accéder à l'université parce que c'était vraiment le pouvoir que peut avoir un poste à l'université. Et donc, je pense qu'on a perdu ça. Je ne dis pas en Tunisie ou dans les pays arabes, mais partout. C'est-à-dire que oui. le discours philosophique, le métier de philosophe, Oui. l'enseignement philosophique est par rapport, euh, Et on recule partout, et on recule par partout. rapport à d'autres discours, c'est-à-dire, je Ah ben dis, bien sûr, mais idéologique, au discours le discours publicitaire philosophique ou est le mort. discours qui est Ah, démagogique, mais le en discours France, c'est une qui catastrophe. va rationaliser l'absurde et le non-sens. Mais partout, même aux États-Unis, Oui, je veux dire, surtout. Oui. partout, la philosophie C'était est ça ma envahie. question. Parfois, il y a des traits que tu imputes, par exemple, au régime totalitaire, au système totalitaire, etc., mais qu'on trouve dans les régimes dits démocratiques ou Oui, dits bien libéraux. sûr. Et ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas une mise en question de certains acquis, c'est-à-dire, d'accord, je partage tout à fait ton optimisme Ah, je suis pas optimiste, hein, libéral. non, 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 Oui, non, je dis que oui, c'est positivisme plutôt, c'est positivisme, je pense qu'il la faut être volonté de positif, voilà, et pas construire, de positiviste. sortir d'un discours mais d'aller vers des démarches beaucoup plus vivantes, Voilà, donc, qui thérapeutique, comme tu réalisent, l'as dit, thérapeutique, voilà, je mets le voilà, terme qui est cher, thérapeutique. voilà, thérapeutique, Euh, soignante. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas la question des régimes totalitaires, etc. La question, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a que la démocratie est en crise. Et peut-être ce qui fait que on cherche, parce que la démocratie est en crise, on cherche des substituts à ces régimes, à ces modèles politiques, et on cherche d'autres formes de représentation, enfin, ou de pouvoir. Et parfois, on est comme dans des modèles hybrides, c'est-à-dire on est dans des modèles semi-démocratiques ou presque démocratiques. On n'est pas, c'est-à-dire on essaye un petit peu de rationaliser une forme de dictature ou on essaye une absence enfin, etc. C'est-à-dire on essaye de rationaliser des choses comme parce que tout simplement on voit et on a vu que la démocratie a échoué à donner des solutions tout à fait adéquates aux problèmes et qu'au contraire, elle est passée en tant que démocratie à des pratiques tout à fait non démocratiques. Mais absolument, c'est-à-dire c'est-à-dire justement, c'est pour ça que je suis reparti de Tocqueville, c'est-à-dire, c'est pour ça que je pense qu'il faut repartir de Tocqueville, c'est-à-dire que, évidemment, la démocratie n'est pas comment dire, la démocratie n'est pas, enfin, à partir du moment où on est en démocratie, rien n'est gagné nécessairement, évidemment, bien sûr, c'est pas absolument. Mais moi, pour moi, encore une fois, je suis pour un modèle républico-démocratique, c'est-à-dire dans laquelle, je dirais, le peuple a sa voix, a une voix, mais également dans lequel, en quelque sorte,
euh, je dirais, ben, un petit peu, c'est ça le modèle de républicain, hein, c'est-à-dire dans lequel, et c'est très difficile hein, à mettre en place, Mhm. évidemment, et dans lequel, en quelque sorte, tous les talents ne sont pas mis au même plan. Voilà. Et que, évidemment, voilà, c'est ça, hein, le modèle. Voilà, là, je suis un peu proche de Platon, hein, de sa République, quelque part. C'est-à-dire Mhm. que, évidemment, alors je ne vais pas dire le philosophe roi, c'est pas ça non plus que je vais dire, mais quelque part, évidemment, bon, lorsqu'un État est gouverné par un certain type d'individus, mais que moi je place, et là pour le coup, dans une logique, dans mon dialogue avec Freud, c'est-à-dire justement dans lequel, qui est beaucoup plus équilibré. Hein. Moi, c'est plus ça, c'est-à-dire que lorsque une démocratie est gouvernée par un groupe d'individus beaucoup plus équilibré par rapport à la question du narcissisme pathologique, c'est-à-dire, et qu'est-ce que c'est le narcissisme pathologique, je le rappelle, c'est-à-dire dans lequel l'autre existe beaucoup plus, hein, c'est-à-dire dans lequel je me distingue beaucoup plus de l'autre, dans lequel je ne suis pas justement dans cet amour sexuel de soi, parce que c'est véritablement ça le narcissisme, eh bien, quelque part, forcément, ça a des effets sur évidemment, si c'est un gouvernant hein, qui a fait ce travail sur ce narcissisme-là, eh ben, il est certain que ça va avoir des effets, ça va avoir des effets sur... voilà. Donc là, pour ce qui est de l'état actuel des, entre guillemets, démocraties aujourd'hui, hein, moi, pour moi, d'ailleurs, il y a trois, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a trois formes malsaines, hein, donc une forme psychologique qui est le narcissisme pathologique, une forme privée qui est la perversion narcissique, et une forme politique qui est le totalitarisme. Et comme je l'ai dit hein, dans mon précédent ouvrage, hein, aujourd'hui, en France, hein, par exemple, hein, il y a une véritablement épidémie de perversion narcissique. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette épidémie de perversion narcissique? Et que, justement, je l'analyse, c'est bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Je dirais qu'il y a des petits totalitarismes de type privé et intime qui se multiplient. Et ceux-là, ils peuvent finir par avoir des effets au niveau. Et d'ailleurs, ils ont aujourd'hui des effets. Ils ont des effets aujourd'hui sur ce que l'on voit de ce qui se produit dans la sphère publique. Hein. Et évidemment, donc ensuite, ce qui se passe en France va avoir des effets sur d'autres. Hein. Donc, hein, moi, je parle bien d'interaction. Hein. Et donc, voilà. Il y a tous les jours, d'ailleurs, je dirais, il y a des études hein, qui sont faites sur, je me situe un peu dessus, c'est-à-dire, pour moi, ce sont des étalons, hein, ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire, il y a un étalon voilà, qui permet de mesurer. D'ailleurs, Freud, d'ailleurs, Mhm. même le disait, hein, c'est-à-dire il y a des degrés, voilà, c'est-à-dire qu'il y a il y a le narcissisme pathologique, et puis il y a des individus qui sont plus ou moins malades. Voilà. Hein. Et puis, il y a des individus qui sont plus ou moins sains. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce degré-là hein, qu'il faut envisager les choses. Et simplement, ce que je dis aussi, malgré tout, c'est que on ne doit pas confondre. Même s'il y a une montée des pathologies dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le monde occidental, et notamment dit, entre guillemets, démocratique, et si on ne prend pas garde, justement, si on ne défend pas, et la mauvaise santé des universités accentue justement ces pathologies. Donc si on ne fait pas quelque chose, et c'est ça ma démarche, si on ne fait pas quelque chose, ça va continuer à se dégrader. Hein, c'est certain. Moi, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout optimiste hein, hein, dans ce sens-là. Non, non, je dis Plutôt que volontariste. je dis que la philosophie doit reprendre sa place. Voilà. Et tu sais que j'ai été avocat dans une première vie, hein, et donc je me fais l'avocat de la philosophie. Voilà. C'est ça, comme ça que c'est-à-dire Je je me suis fais l'avocat de la tout philosophie. à fait d'accord Bon, et je voilà, suis voilà. Je dis que je défends la philosophie et je dis que la philosophie doit reprendre sa place et que l'université aussi doit reprendre sa place, mais une place qui doit être dans un monde post-moderne. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et là, c'est pour ça que là, c'est le dialogue que j'ai avec Lyotard, c'est-à-dire réinventer de nouvelles formes d'université. Alors, j'ai proposé un possible. J'essaye, moi, modestement, avec mes tout petits moyens. Hein, et je crois que d'ailleurs, toi et moi, aujourd'hui, peut-être c'est ce qu'on essaie de faire, hein, c'est-à-dire donc, Mhm. justement créer des liens. Donc, Euh, on essaie, chacun, avec nos petits moyens, de faire ce qu'on peut. moi, depuis 2009, je suis rentré en Tunisie, à Kérouan, à Tunis. J'essaye un petit peu de mettre en place cette approche, hein, Je ce sais, je vote de peux la que philosophie t'aider. avec mes étudiants, mais j'avoue que Ben c'est pas oui, mission voilà. Et, simple parce qu'il y a beaucoup de pression. C'est pas que politique ou de pouvoir, mais il y a des pressions d'ordre
culturelles, d'autres sociales, d'autres financiers, économiques, hein. C'est pas, c'est-à-dire que la société, c'est-à-dire est structurée de manière à ne pas laisser beaucoup de place à la vie intellectuelle vertueuse, beaucoup plus à des formes de pensée calcul qui sont tout à fait qui visent des intérêts bien. Et puis, tous les métiers qui sont favorisés en Tunisie aujourd'hui, ce sont des métiers technologiques, informatiques, de gestion, de finance, de banque, etc. Ce sont les métiers qui attirent le plus de jeunes. Et puis, parfois, je suis choqué quand je demande aux étudiants de première année, est-ce que vous avez choisi la philosophie comme orientation à la fac? Ils disent non, on n'a pas choisi. On a été sélectionné par un ordinateur ou par un service administratif du ministère. Donc, nous devons travailler avec des jeunes qui ont 19, 20 ans et essayer un petit peu de changer un peu, de changer un peu leur façon déjà de comprendre la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Comment être formé en tant qu'étudiant de philosophie? Qu'est-ce qu'on fait après avoir réussi, etc. Donc, on a parfois, on se heurte à des problèmes qui sont élémentaires et basiques pour ensuite passer au fait de construire quelque chose selon le modèle que tu as, Jean-Jacques, ce soir évoqué, c'est-à-dire créer des gens vraiment qui conduisent et qui éclairent et qui guérissent la société de tous les maux qu'elle connaît. Mais avant de terminer cette rencontre, j'ai trois petites questions. D'abord, tu insistes peut-être trop sur le côté psychologique. Peut-être nous avons besoin de sortir un peu du psychologique vers ce qui est commun, c'est-à-dire vers le rationnel. C'est-à-dire un peu essayer de construire une rationalité ou un commun rationnel qui ne soit pas sur un socle psychologique. Donc le fait, tu vois, tu as reproché à Arendt à un moment de dire oui, elle n'a pas pris en valeur le côté psychologique, etc. Parce elle parlait peut-être de vita ou activa, c'est-à-dire elle dit que le champ du politique, c'est le champ des idées, etc. Peut-être elle a elle a raison ou elle a tort. C'est-à-dire, est-ce que ce point-là, d'abord, est-ce que il faut pas peut-être relativiser le côté psychologique dans la vie politique? Par exemple, j'ai lu dans le chat quelqu'un qui a dit Macron, quand tu as parlé du Sévère narcissisme, narcissique. etc. Je pense qu'il y a des raisons d'État parfois. Il y a une vision géostratégique ou géopolitique qui explique pourquoi Macron ou tel politique comme politique prend des décisions, ou comme Trump en ce moment, peut-être il y a des raisons d'État profondes, je ne sais pas. Euh, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que science ou philosophie, est-ce qu'on a beaucoup plus de besoin aujourd'hui de science, c'est-à-dire de pensée scientifique, de pensée objective, etc., ou de philosophie? Parfois en Tunisie, la philosophie rime avec idéologie, c'est-à-dire il y a beaucoup de philosophes en Tunisie qui n'aiment pas la logique, qui n'aiment pas les sciences, qui développent une pensée philosophique aux antipodes de la pensée scientifique. Est-ce que peut-être il vaut mieux donner plus de place pour guérir, sortir un petit peu des mots de nos sociétés, plus de place à la pensée scientifique, ou bien mettre en dialogue la philosophie avec les sciences que je fais en choisissant de me spécialiser dans la philosophie des sciences ou la philosophie analytique du langage. Je pense que c'est une bonne manière, dans la tradition de Wittgenstein, de Jacques Mouvrez, qui était mon directeur de mémoire de DEA à Paris 1 dans les années 90, qui d'ailleurs, entre autres, s'est fait connaître par le mythe de l'intériorité, c'est-à-dire le mythe du troisième, de la deuxième sphère. Et le troisième point, la référence à Freud n'est pas tout à fait adéquate, parce que Freud, il parle d'inconscient, c'est-à-dire il parle de choses qui sortent de la sphère de notre conscience, et il va légitimer un peu le recours au rêve et à toutes sortes de choses qui prennent sens, qui ont sens que par rapport à des individualités, mais pas par rapport à nous tous. Est-ce que cette référence à Freud ne peut pas être une entrave pour construire quelque chose de tout à fait favorable à cette ouverture des sphères, je parle dans la même société ou
entre les sociétés comme la Tunisie et la France? Écoute, merci. D'abord, je tiens à te féliciter, toi, pour le travail que tu fais, courageux. Je sais à quel point ça doit être difficile, ton travail et ce que tu fais. Et je te félicite et je ne peux que t'admirer, même d'admirer ce que tu fais. Et juste sur... Merci. comment? Merci. Non, non, Je mais c'est cherche un sympa. numéro de la revue Ouais. pour montrer que Maintenant, pour répondre à c'est la tes, revue. entre guillemets, remarques, bon, encore une fois, oui, oui, montre-la. Oui, montre-la. C'est la revue voilà, que j'ai dit Voilà. depuis une douzaine d'années. Et ce séminaire a comme titre Les rencontres d'Al-Mukhatabat, qui est développé depuis une année en parallèle avec la publication de cette revue. Et je trouve que c'est normal, c'est tout à fait naturel de la part d'un enseignant de philosophie d'essayer de créer, de faire quelque chose pour non pas changer la société ou changer le monde, mais changer un peu, enfin, changer Voilà, tu fais ton travail de philosophe. les attitudes par rapport à la philosophie. Ça, c'est très important. Oui, et puis merci de me donner la parole. Et puis de cette possibilité de recréer un lien, parce que mon histoire personnelle, c'est celle d'une séparation qui s'est faite avec mon pays d'origine à la base. Justement, non, je voulais revenir sur tes trois remarques. Hein. J'insiste trop sur la psychologie, la question du rapport à la science et la question du rapport à Freud. Alors, dans mon dernier livre, je ne l'ai pas là, mais je te le ferai avec plaisir d'ailleurs, qui est euh, Pervers narcissique, phénomène de société. Mes conclusions, mon hypothèse, hein, c'est qu'en fait, pour moi, la psychanalyse est devenue la pensée dominante. Hein. Parce que je vois la psychanalyse comme une philosophie. Hein. Je la mets, j'ai souvent un dialogue avec, j'ai une de mes amies qui est psychanalyste, et j'ai souvent un dialogue avec elle. Pour moi, Freud, c'est avant tout, je le place dans la succession de Nietzsche et de Schopenhauer. Tu sais il y a un passage incroyable dans Le Gai Savoir où Nietzsche dit, j'appelle la venue d'un médecin philosophe qui viendra me succéder. C'est assez fascinant. Donc, je dirais, Freud, pour moi, c'est ce médecin philosophe. Et effectivement, le problème, comme je l'ai dit, c'est que, enfin, j'ai essayé de le dire, c'est que la psychologie a pris la place laissée vide par la philosophie. Et donc, évidemment, la réponse aujourd'hui que font les philosophes, euh, c'est soit d'être en lutte, hein, brutale parfois, avec les psychanalystes, soit au contraire, comme on l'a en France, je ne sais pas en États-Unis, beaucoup de philosophes qui deviennent psychanalystes. Hein, par exemple, Cynthia Fleury ou d'autres, etc., etc. Bon. Soit il y a ceux qui ignorent totalement la psychanalyse. Aujourd'hui, je crois qu'elle est devenue persona non grata dans les universités de philosophie. Hein. Elle est enseignée dans le secondaire en France, mais on ne veut plus en parler. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas parce que pour moi, c'est quand même une pensée dominante. Et la théorie des sphères que je propose euh, ne, dit que je réserve la psychanalyse à une sphère. Et d'autre part, ce que je soutiens, c'est que dans cette sphère de l'intériorité, là, c'est le dialogue que je propose qui puisse s'opérer. Je mets trois éléments qui sont l'esprit, le corps et le cœur. Et là, pour le coup, là, c'est ma référence à, je dirais, à cette phrase de Salomon dans l'Ecclésiaste qui dit écoute ton cœur plus que tout car il est la source de la vie. Justement. C'est-à-dire que là, je crois que ça manque dans la psychanalyse. Là, j'ai un débat avec les psychanalystes, c'est-à-dire la dimension du corps, la dimension du cœur. Et pas, alors, le cœur au sens peut-être un peu, pas seulement pascalien, mais là, hein, voilà, voilà. Mais je dirais, ici, dans l'intériorité, je place ces trois éléments-là. Et par contre, je reconnais que à Freud, euh, ce qui nous a apporté, et ce que aussi nous apportent énormément les psychanalystes, et je pense que nous ne devons pas entrer en guerre avec eux, parce que je dirais que si aujourd'hui, en France en tout cas, la psychanalyse s'effondre, c'est le dernier, c'est encore un rempart qui va encore disparaître parce que quelque part, justement, face à ces totalitarismes que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, du privé, aux perversions narcissiques, aux souffrances, etc., ils sont là au quotidien, tous les jours, eux aussi, comme des petits soldats à se battre. Et s'ils n'étaient plus là, le mal continuerait à avancer. Donc moi, ce que je propose, c'est ma théorie des sphères, je propose de dire de les remettre dans une sphère.
Voilà. Mais de dire qu'il y a les autres. Alors, deuxième point, évidemment, par contre, c'est faire son interaction. Et donc, évidemment, je vais dans ton sens quand tu me dis que, évidemment, la sphère publique, hein, demande elle-même un travail spécifique qui est différent, qui est distinct de travail qui exige la sphère intime, la sphère privée. Et dans le dialogue de ta deuxième question, là aussi, que, évidemment, je sais le travail que tu fais dans le cadre de la philosophie analytique, justement, dans la relation entre science et philosophie, je me considère par contre, moi, plutôt post-moderne. Et je crois quand même que malgré tout, la science reste en crise et qu'elle ne peut pas être le seul remède. Donc, par contre, ce que je propose, c'est que justement, puisqu'il y a une pensée des sphères, eh bien, précisément, les sciences spécifiques euh, ont une voie extrêmement intéressante à nous apporter et à nous nourrir. Moi, je me nourris d'ailleurs continuellement, hein, du savoir des sciences positives ou positivistes, hein. Je suis aussi juriste d'ailleurs, et justement, le travail que font aussi, remarquable, que font aussi les juristes sur le terrain, on en a besoin. J'ai des amis avocats qui se battent tous les jours sur le terrain, etc. Et on en a besoin aussi pour faire avancer la démocratie. Donc, je dirais, moi, je ne vois pas, la philosophie que je défends n'est pas en lutte avec les savoirs spécifiques. Je propose une philosophie qui remet en lien tous ces savoirs spécifiques. Voilà un petit peu quel est dans quelle démarche je me situe. Et enfin, donc voilà, je crois que je ne suis pas avoir répondu. Et donc pour Freud, voilà, je crois t'avoir répondu, dans ce sens que, évidemment, eh bien, Freud, pour moi, il faut être en dialogue, mais à l'intérieur de la sphère publique. Et par contre, je pense effectivement que malgré tout, on ne peut pas nier, et donc on peut pas nier aussi les dimensions euh, psychologiques aussi dans la politique, mais évidemment, il ne faut pas réduire, voilà, hein, là encore une fois, je ne réduis pas l'une à l'autre, hein. Je ne dis pas que quand tel chef d'État va prendre une décision, il va le faire parce qu'il est d'un narcissisme pathologique ou pervers narcissique. Évidemment, non, hein, c'est une certitude. Mais par contre, quand on est face à un État totalitaire, par exemple, ou de type néo-totalitaire, on ne doit pas non plus nier les travaux, parce que, encore une fois, toutes les sphères se nourrissent, et donc forcément, quand un État est malade au niveau politique, c'est que forcément les autres sphères aussi sont atteintes. Voilà. Et donc, on ne peut pas non plus le nier. De même, justement, par exemple, on voit par exemple ce qui se passe en Iran, on ne peut pas naïvement croire que du jour au lendemain, voilà, hein, le malade, on ne va pas du jour au lendemain le guérir. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi, voilà, voilà, c'est dans cette idée-là que j'essaie de me placer, ne pas tout donner à la psychanalyse ou à la psychologie évidemment, mais ne pas non plus la mettre à l'écart ou voilà, c'est dans cette idée-là. C'est être dans un dialogue avec elle et de même la science, l'économie, la politique, le droit, la chimie, la physique, toutes ces choses-là. Évidemment, le philosophe n'a pas la prétention de prendre leur place. Non, pas du tout. Le philosophe, pour moi, est le penseur du lien, des liens entre ces savoirs. Je parle aussi de l'art, évidemment, qui est la sphère de l'imaginaire. C'est pour ça qu'il y a l'art de l'imaginaire. Moi, je travaille beaucoup régulièrement avec des artistes. C'est formidable ce qu'ils nous apportent. Ils sont justement, eux, pour moi, là, je suis un peu dans ce que nous a enseigné Merleau-Ponty. Ils sont à la Mm. pointe avancée, justement. Ils sont dans le premier, les artistes. Mm. Ce que nous dit Merleau-Ponty. L'artiste, moi, je vois, j'ai des amis artistes. Parfois, ils voient plus loin que nous, parfois, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre notre place. Non, on a un travail aussi, on a à travailler avec eux. On s'aide mutuellement, quelque part. Voilà. Et d'ailleurs, justement, l'art est absent justement de l'université aujourd'hui, elle devrait y revenir. Je pense dans l'université des liens, elle devrait être présente parce que l'artiste travaille dans cette sphère de l'imaginaire, justement. Absolument. Je vous remercie Jean-Jacques. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vous invite samedi. Samedi, on aura une autre Peux conférence. peut-être dire un mot. Appel- Oui. Juste, c'est moi la Euh, psychanalyste en question. ah, d'accord. Et Ok. peut-être juste pour amener une pierre de Mm. psychanalyste dans cette affaire. Mm. Bon, moi, je trouve que c'est intéressant la manière dont Jean-Jacques pense les choses. Et c'est vrai que c'est original et un peu osé même, hein, puisque voilà, les psychanalystes restent en général de leur côté par rapport à la philosophie. J'ai tendance un peu à dire, en entendant Jean-Jacques parler, qu'il fait un peu une forme de psychologie sociale. Je ne crois pas qu'il est d'accord, mais tant pis. Et, Mm. et
voilà, et bon, je trouve que c'est intéressant parce que le dialogue, en tout cas, avec Hannah Arendt est intéressant et oui, de Euh, dire que j'ai pas dit, finalement, j'ai pas non, non, évoqué pardon, la psychologie non, non, mais je sociale, dis pas mais ni contre, ni, c'est non, juste non, parce pour dire que quelques mots et en fait, et d'amener la question de l'intériorité, qui est une question éminemment contemporaine, voilà, dans sa réflexion. Après, je suis pas tout à fait d'accord parce que un peu pointilleuse sur la définition du narcissisme avec lui, voilà. Voilà, Juste un c'est mot, juste. Virginie, je ne suis pas psychosociologue, pas du tout, parce que Non, pour mais moi, il n'y a je pas que sais, la mais bon, dimension voilà. intérieure et sociale. Pour moi, Bon, je voulais la juste sphère dire de... un mot. Bon, voilà. Voilà. Mais Moi, je moi, dialogue avec les psychosociologues, notamment Christophe oui, Hatch, mais pas, oui, j'adhère pas à leur position, puisqu'en gros, et voilà, non plus. oui. En fait, tu fais une forme de psychologie sociale Non, ou de je considère que la psychologie sociale, notamment par le truchement, originale. oui, non, mais Voilà. je considère que la psychologie sociale, par le truchement notamment du travail qu'a fait Christopher Latch, ou bien même que font Habermas, pour moi, Habermas, c'est plus, ou l'école de Francfort, elle est plus psychosociale, ou même Bourdieu, ou même Foucault. Je suis pas du tout dans cette logique-là. Je dirais, comme je l'ai dit, je dirais que si je devais avoir Ouais. des dialogues, ce sont plutôt avec ceux que j'ai indiqués tout à l'heure, notamment effectivement avec Freud. Je suis dans un dialogue, bien sûr, avec Mhm. Arendt aussi, Oui, et oui, avec mais Tocqueville, avec Tocqueville. dialoguer n'empêche pas de créer une forme. Enfin voilà, moi je trouve que ça a un peu la forme d'une forme de psychologie sociale. Là. Tu psychologises le social, tu psychologises la société. Donc bon, enfin voilà, c'est bon, c'est une appellation. On n'est pas obligé Non, de la parce que par prendre. exemple, je vais te donner un exemple, juste un mot, et après je sais très bien, parce que Ouais. par exemple, dans le fonctionnement de la sphère monde dont j'ai parlé avec Hamdi, il n'y a pas du tout de psychologie dite sociale, hein. Justement, le fait que la position du Maghreb, la position du Moyen-Orient, la position de l'Europe centrale et orientale, qui sont des zones médianes, c'est plutôt, moi, je défends une théorie des sphères de vie et une philosophie des sphères de vie. Et comme j'ai essayé de faire tout à l'heure, d'ailleurs, un peu comme Freud a fait son introduction à la psychanalyse, moi, aujourd'hui, ce que Hamdi l'a très bien dit, aujourd'hui, c'était juste une toute petite introduction à la philosophie des sept sphères et à la philosophie de l'Université des liens. Donc c'est vrai que si on va vite, mais en tout cas merci pour ta question, parce que si on va vite, on pourrait dire que je suis dans la psychologie sociale, mais pas du tout. Pas du tout. Je dirais qu'aujourd'hui, pour moi d'ailleurs, la sphère qui prend de plus en plus d'importance, c'est la sphère monde. Et dans la sphère Mhm. monde, évidemment, le psychologique et le social jouent un rôle, mais le monde en lui-même est une sphère, et d'ailleurs qui devrait être étudiée. Alors d'ailleurs, c'est la géopolitique aujourd'hui qui s'est emparée de cette sphère. Et moi, je dis non, il n'y a pas que la géopolitique. Voilà, le monde ne se pense pas uniquement qu'en termes géopolitiques, par exemple. Voilà. Donc, non, je suis Oui. dans un dialogue avec toutes les formes de sciences, Bon. et la Oui. sociologie, et évidemment la psychologie aussi, bien entendu, mais pas seulement. Mm. Par exemple, je suis aussi évidemment en dialogue avec la géopolitique, comme l'a dit Hamdi. C'est-à-dire que, mais par exemple aussi, justement, dans la dimension géopolitique, je pense qu'aujourd'hui, justement, les philosophes devraient entrer beaucoup plus en dialogue avec les géopolitiques, qui sont plus réduits aujourd'hui à des logiques militaires, stratégiques. Le géopolitique, ce n'est pas que du militaire et du stratégique. C'est faux. Voilà, c'est Mhm. beaucoup plus complexe. Et notamment, justement, Oui. par exemple, par exemple, cette séparation du monde, ou cette division du monde entre Orient, Occident et zone intermédiaire. Pour moi, c'est une question extrêmement importante. Voilà, cette Mm. question entre Orient, Occident et zone intermédiaire. Et justement, étant né au Maghreb, j'en sais d'autant plus quelque chose, c'est pour ça que j'étais content Voilà. Pour moi, les zones intermédiaires sont les zones médianes qui sont les plus fragiles aujourd'hui, et ça n'a rien à voir avec le social et le psychologique. C'est lié justement à cette sphère. Bon, je suis désolée, je veux pas, je veux pas c'est bon. Non, non, mais merci pour ta question. Ça me permet de L'intérêt, préciser. c'est d'oser penser. Je pense que aussi, en vous entendant parler, l'intérêt, c'est que finalement, oser penser un peu différemment, c'est une manière de résister aussi, moi, je pense. Ah oui, ça, on est Et c'est d'accord. vraiment important par les temps qui courent. Voilà. Et dialoguer avec donc des psychanalystes aussi, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire, et d'ailleurs, comme tu le sais, Mm. d'ailleurs, on le fait régulièrement, puisque Mm. régulièrement aussi, tu viens avec d'autres amis dans ces rencontres, bien sûr, mais dialoguer, ça n'est pas je dirais, moi, me prendre pour un psychanalyste que je ne suis pas, Mm. ignorer que je me revendique comme philosophe. Voilà. Et justement, philosophe, Oui, tu es plutôt un philosophe psychologique. pour Un moi, philosophe psychologique, non, on non, dirait. non. Pour moi, Un le philosophe tout philosophe, court. pour moi, alors, je dirais, je suis un philosophe politique,
Je suis un philosophe politique. Et donc, le philosophe politique, effectivement, mon vrai travail, en fait, c'est celui de la sphère publique et la sphère monde, en fait. Hmm. Voilà. Si j'avais Bon, je dit. m'excuse, je manie mal Mais non, Google Meet sur mon téléphone et je sais même pas comment remettre la caméra. Puis en plus, je dois me sauver parce que j'ai un autre séminaire. voilà, mais non, non, mais merci pour Voilà, pour ta merci question. bien. C'est un séminaire entre pour votre psychanalystes, là, je crois, participation. d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est Merci vrai. d'avoir fait cette incursion dans le monde Sur la, philosophique. cré- sur Voilà. la créativité d'ailleurs. Voilà, mais À c'est très bien. bientôt. Ben, tu leur passeras le bonjour de notre part. Nous ne sommes pas en Ok. guerre avec vous. Voilà. Voilà. Non, non, moi non plus. Je sais, je sais, je sais. Voilà. Donc, Au revoir, à bientôt. merci, merci à tous les participants d'ailleurs. Merci Jean-Jacques. Donc, Merci à toi. je dis, je vous invite samedi à 18h si vous voulez, pour écouter, peut-être tu connais Jean-Marc Lévy-Leblanc, qui Oui, est le ça me dit quelque directeur chose. de la revue Alliage, qui va nous D'accord. parler justement de la science. Il va se demander si la science était universelle ou non. Donc la D'accord. Bah, séance écoute, est-elle universelle? Ce sera samedi, le 10 janvier à 18h, dans cet même espace qui est les rencontres d'Al-Mukhatabet. Merci Jean-Jacques, merci à tout le merci à monde. toi. Merci Ginette, merci tout le monde, merci Mounia. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.